Alors, un entrepreneur doit-il être propriétaire ou locataire de sa résidence principale? C'est une très bonne question, mon cher ami. Alors, regarde bien. On va différencier les deux choses. Un entrepreneur, déjà, quand tu vas devoir investir, pour aller à la banque et demander un crédit, il faudra que tu aies vraiment minimum 3 bilans de 3 années antérieures qui soient positifs et pour pouvoir convaincre la banque. Si tu n'as pas des bons bilans, tu vas devoir avoir un salaire, un CDI, pour pouvoir investir. Donc, quand tu es un entrepreneur, déjà investir, c'est pas si facile que ça si tu n'as pas de l'argent en cash. Maintenant, si tu en as, bah, c'est super, tu achètes. Maintenant, le principe de base pour un investisseur, c'est de ne jamais acheter là où il va habiter. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Quand tu achètes pour habiter, tu vas devoir chercher le meilleur emplacement, la meilleure maison, la meilleure vue. Ça doit plaire à ta femme ou à ton mari, etc. Et donc, en général, on va faire de très mauvais choix. Mis à part ça, quand on est un investisseur, on a besoin d'argent. Et donc, on a besoin tout le temps de cash. Et si jamais, je sais pas, moi, tu divorces ou peu importe, et tu dois vendre la maison, il faut que la maison doit se vendre si jamais vous devez vous séparer. Et quand tu es marié, que tu as acheté ensemble la maison, donc ta résidence principale, tu vas avoir des galères. Et la première chose qu'on va saisir, si jamais tu as des problèmes, c'est justement ta maison. Donc, meilleur conseil en tant qu'investisseur, c'est ce que je suis depuis 20 ans. C'est tu n'achètes jamais là où tu habites. Jamais tu achètes là où tu habites. Tu loues là où tu habites et tu achètes pour investir. Et c'est vraiment ça le principe de base dans l'investissement immobilier. Maintenant, lorsque tu es un entrepreneur, il faut que tu apprennes à mettre de l'argent de côté pour être capable de montrer à la banque que non seulement tu es capable de faire de l'argent avec ton entreprise, mais tu es capable d'en mettre de côté pour être capable de rembourser les prêts. Et voilà. Maintenant, est-ce que tu dois être propriétaire ou locataire? Non, je te conseille d'être locataire si tu es un entrepreneur. Vraiment, vraiment. Parce que les aléas de la vie, ils sont impossibles à prévoir à l'avance. Et je te conseille d'être ce qu'on appelle liquide. C'est-à-dire que tout ce que tu as et tout ce que tu possèdes, tu peux le vendre rapidement pour pouvoir récupérer les sous. Ça peut t'arriver, et ça va arriver à n'importe quel entrepreneur, d'être en galère. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en galère. J'ai fait faillite 3 fois et je t'assure que si j'avais eu la présence d'esprit de mettre de côté, les choses seraient un peu différentes à une époque. Donc maintenant j'ai appris et maintenant on fait des choses comme ça. Donc voilà, tu mets de l'argent de côté en tant qu'entrepreneur pour être capable de prouver à la banque que tu es capable d'emprunter. Une bonne manière d'emprunter quand tu es un entrepreneur, c'est de mettre de l'argent dans une assurance vie par exemple, quelque chose qui est bloqué à la banque et ça va énormément les aider à avoir confiance en toi. Alors, toi tu m'as dit j'ai pas un gros salaire, comment faire pour investir? Ben, c'est pas une question de salaire, ça dépend qu'est-ce que tu as envie d'investir. Par exemple, si tu as le SMIC, par exemple, tu peux très très bien, rapidement et facilement acheter un parking. Maintenant, tu peux commencer par un parking, après tu achètes un deuxième, un troisième, et une fois que tu en as 10 et que tu as un salaire plus élevé ou des revenus plus élevés, ben, tu vends tout et tu rachètes un appart. Il ne faut pas tout de suite essayer de chercher tout de suite les gros produits. Il y a plein de petits produits. Pour 10 000 euros, par exemple, tu peux acheter une baraque quelque part dans le 77. Pour 50 000 euros, enfin, ça dépend ce que tu achètes et pourquoi tu l'achètes et quand tu l'achètes. Donc, le salaire, c'est pas vraiment important. Maintenant, pourquoi? Parce que quand tu as un projet en tête et que tu es capable de le monter, de prouver à la banque que tu es capable de rembourser, tout est faisable. C'est une question de comment tu présentes les choses. Maintenant, quand tu n'as pas d'argent, tu as juste un salaire, ben, il faut quand même que tu t'entoures ou de gens qui vont être garants avec toi ou qui vont s'associer avec toi. Mais quoi qu'il arrive, l'argent, il ne faut pas que ce soit un problème dans ta tête. C'est jamais un problème. C'est-à-dire, si jamais tu as un vrai projet, la banque, elle te suivra. Donc, il faut apprendre à trouver des bonnes affaires, comprendre qu'est-ce que c'est qu'une bonne affaire ou pas, être capable de présenter ça à un dossier à une banque, et ça, à ce moment-là, que ça marche. Et c'est pas le salaire qui va changer les choses. Tu peux avoir, par exemple, 2000 euros net de salaire et demander à la banque un investissement de 50 millions d'euros dans ta boîte. Tout à fait possible, ça arrive tous les jours. Donc c'est vraiment pas une question d'argent. Quand tu as un projet, l'argent il arrive tout seul. Maintenant quand t'as pas de projet et que tu es juste un gars qui veut s'amuser, ben ça marche pas. Alors un projet c'est quoi pour une banque? Un projet c'est-à-dire que c'est un bien que tu peux acheter et financer et le bien est auto-financé et tu as réussi à inspirer confiance à la banque. Et avec ça tu achètes quasiment n'importe quoi avec l'argent de la banque. Si je t'ai répondu, n'hésite pas. Mais voilà, c'est tout. Sinon, n'hésite pas à me poser d'autres questions sur le sujet. Bonsoir, je vous ai découvert de près de l'agence Conceptimo quand j'y étais en tant que stagiaire. Ah, génial. Salut Nico, comment ça va? Idriss Aberkan dit oui. N'importe quoi, toi. N'importe quoi. Elle est marrante celle-là, mais c'est n'importe quoi. Hein. Chacun son truc. Hein. Lui, c'est dans la science, moi, c'est dans le business. Chacun son truc. Mais pourquoi? Parce que tu penses qu'on se ressemble. Si tu me voyais sans la barbe, mon cher ami, tu dirais que je suis son frère jumeau ou lui, c'est mon frère jumeau. Mais tu sais, on a à peu près le même âge. Hein.
Mais c'est vrai. Il est bien ce gars-là. Mais il faut pas mélanger les genres. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui fait de la science et quelqu'un qui fait de la pratique, c'est pas du tout le même principe. Euh, Non, non, mais ça me dérange pas parce que je t'assure, je pourrais m'amuser avec ça et te montrer une photo que quand j'étais jeune, sans la barbe. On est pareil. Tu me confondrais avec lui. Euh, alors, il ne faut pas une gestion pour être entrepreneur. Il ne faut pas une gestion pour être entrepreneur. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Il ne faut pas de gestion pour être entrepreneur. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter la question? La création de SCI est-elle obligatoire pour investir dans les mots? Ah, non, pas du tout. Une SCI, c'est un moyen d'investir. En fait, c'est une structure. Alors, je t'explique. Tu as plusieurs moyens d'acheter des biens immobiliers. Un, tu l'achètes en nom propre. C'est-à-dire, c'est toi, c'est ton nom, ton prénom qui achète, seul ou accompagné par une femme, tu es marié par exemple. Donc, tu peux acheter comme ça. Après, tu peux acheter en SCI, c'est-à-dire que tu vas créer une société. SCI, c'est les initiales de Société Civile Immobilière, où dedans, tu vas mettre le bien. Maintenant, pourquoi on ferait une SCI? Pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons fiscales, et parce que c'est plus facile, des questions de gestion, des frais et des charges, parce qu'un bien, il y a des charges, hein, l'électricité, les plombiers, les réparations, etc. Et ça donne la possibilité à une SCI de s'associer avec des gens. Donc, si jamais tu n'as pas d'associé, ça ne vaut pas spécialement le coup de faire ça. Si tu n'as pas une idée d'investir plusieurs fois par an, donc ça vaut pas spécialement le coup, mais ça peut valoir le coup, ça dépend de ce que tu as envie de faire, si tu veux mettre le bien en gestion ou pas. Mais une SCI, c'est une façon de gérer le bien et de gérer les rentrées d'argent différentes que d'acheter en nom propre. C'est une question fiscale au final et une question de facilité. Et maintenant, il faut privilégier la SCI quand on a des associés ou quand on est marié, c'est très important. Mais voilà, t'es pas obligé d'avoir une SCI, tu n'es pas obligé du tout, tu peux aller acheter un bien comme ça, tu donnes l'argent, tu payes ça toi. Euh, alors, faut-il une gestion? Je comprends vraiment pas ta question. Faut-il une gestion? Je sais pas ce que ça veut dire pour toi, une gestion. Je sais pas. Quel âge as-tu? Ça veut dire quoi pour toi une gestion, devenir entrepreneur? Tu veux dire créer une entreprise? J'ai pas compris. Un SCI, une SCI, c'est intéressant pour la transmission aux enfants et les meilleurs actionnaires. En fait, une SCI, c'est une société. Donc, moi, je pense que vous êtes tous au courant de ce que c'est que la bourse, par exemple, d'acheter des actions en bourse. Et donc, quand tu achètes des actions en bourse, tu achètes une part d'une société en réalité. C'est une part. Tu achètes une action, c'est une part. Tu achètes 25 actions, c'est 25 parts, etc., etc. Une SCI, quand tu achètes tu crées une SCI, c'est une société où dedans il y a des parts. Et donc, on met dedans un bien. Le bien, il vaut 200 000 euros par exemple. Et on décide que chacun va avoir, imaginons qu'on est deux associés, et chacun va avoir 50% des parts. Donc, je vais devoir investir 100 000 et lui va devoir investir 100 000. Si jamais demain je veux partir de la SCI, je lui redonne mes 100 000 et voilà, il a toute la SCI. Mais en gros, on vend des parts. Euh, Maintenant, est-ce que la SCI, ça aide pour la transmission? Bien sûr, c'est beaucoup plus facile de transmettre une SCI de quoi que ce soit d'autre. C'est une société qu'on transmet, donc l'impôt, la fiscalité change par rapport à ce que quand on achète ou on vend en nom propre, où il y a encore une fois une question de fiscalité qui n'est pas du tout la même. Donc, si jamais tu veux savoir vraiment ce qui est bien pour toi et ce qui est mauvais pour toi, en termes fiscaux, c'est d'aller voir un comptable et tu fais ton bilan. Alors, ou un comptable ou un CGP. Un CGP, c'est un conseiller en gestion de patrimoine et c'est lui qui va te conseiller la meilleure chose à faire. Alors, c'est quoi les conseils par rapport à quoi? Alors, c'est d'abord par rapport à tes revenus, par rapport à combien d'enfants tu as, si tu es marié ou pas. Et donc, il y a plein d'allègements fiscaux différents qui pourraient t'aider en nom propre et qui pourraient être un désavantage en SCI et vice versa. Donc, vaut mieux aller voir un comptable en termes de fiscalité. Mais le choix, il est là-bas. Maintenant, si jamais tu achètes très souvent et vends très souvent, donc tu es marchand de biens, c'est pas une SCI qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer une foncière. C'est une société différente dont son activité, c'est d'acheter et revendre. Donc, si jamais tu veux acheter, vendre, etc., il faut créer une foncière. Et en les mettant actionnaires. Ah oui, tu peux mettre les enfants en les mettant actionnaires, bien sûr. D'ailleurs, une SCI, il y a une certaine quantité de personnes, je crois, que tu peux mettre à l'intérieur. Et donc, si jamais demain tu veux mettre ton frère dedans, ta sœur, ta belle-mère, tu peux leur vendre des parts d'SCI. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait dans un de mes concepts qui s'appelle le cercle. On achète des biens, mon associé et moi, et une fois qu'on a acheté le bien, on revend des parts de SCI avec le bien dedans et nous dedans. Et on gère toute l'affaire. Et donc oui, tu peux t'associer à plein de gens pour acheter des biens en achetant des parts. Et donc, bien sûr, tu peux les donner à tes enfants aussi. Si j'ai deux biens, puis-je créer une SCI et les intégrer dans la société? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, tu peux le faire. Alors, quand tu fais ça, alors une petite astuce importante. Quand tu achètes un bien, ou deux biens, ou 10, et tu veux les mettre après en SCI, ce que tu dois écrire, alors c'est important de l'écrire pour éviter de faire trop de transformations sur les compromis qui vont
embêter les notaires. Donc voilà ce que tu vas faire. À chaque fois que tu auras cette idée-là d'acheter un bien en nom propre et après de le mettre en SCI, au moment du compromis, tu marques avec une... attends, c'est quoi ce... merde. Il y a un terme, 2 secondes. Il y a un terme, ça va me revenir 2 secondes, j'ai un petit blanc. Mais tu vas devoir écrire, voilà, avec substitution. Voilà, c'était le terme. À cette heure-ci, je ne me rappelle pas des bons termes juridiques. Donc, tu vas devoir marquer avec la possibilité de substitution. C'est-à-dire que quelqu'un pourra reprendre le bien. Et ce bien-là, ça sera la SCI. Parce qu'une SCI, c'est une personnalité morale. Donc, il y a toi qui achètes en nom propre et qui donne à une société morale, donc à une autre personne morale. Et donc, comme tu as prévu le coup, donc tu écris dans le compromis au moment où tu achètes que tu vas la transmettre plus tard. Et là, ça va te faciliter plus tard la transmission. Si tu n'avais pas écrit ça, il fallait faire un petit changement avec le notaire et ça aurait pris beaucoup de temps. Donc voilà. Mais tu peux bien sûr ajouter un bien, 2 biens, 25 millions de biens, ce que tu veux dans une SCI. C'est le principe. Le principe, c'est de gérer les biens. Pourquoi c'est important, par exemple, pour la gestion, la SCI? Parce que, par exemple, quand tu vas avoir un bien avec des locataires à l'intérieur, dans le but de gagner de l'argent en revenu locatif, il faudra peut-être mettre un cabinet de gestion. Le cabinet de gestion, il coûte des sous. Donc, les sous, qui va les payer? C'est l'ensemble des associés de la SCI. Mais comment ça va fonctionner? Donc, il faudrait qu'il y ait un client qui est la SCI. Et donc, le fournisseur, c'est le cabinet de gestion. Et donc, c'est plus simple pour les associés de regarder ce qui se passe dans l'entreprise parce que tout est géré par un comptable, etc. Donc, la SCI, à partir de un bien, c'est intéressant d'en avoir une. Et surtout, quand on a l'état d'esprit d'acheter, de revendre, alors pas d'acheter, de revendre, d'acheter et de garder longtemps. La SCI, c'est fait pour l'investissement locatif, c'est pas fait pour l'achat-revente. Donc si tu fais du marchand de biens, tu achètes le matin, tu vends le soir, il faut pas faire des SCI, c'est pas bon. Maintenant, en tant que marchand de biens, tu peux acheter une SCI et la revendre. Par exemple, c'est un coup que beaucoup de marchands de biens font, c'est qu'ils achètent des SCI où il y a des biens. Fiscalement parlant, c'est plus intéressant. Après, ils ferment la SCI, ils vendent le bien séparément à des particuliers. Donc il y a plein de techniques, mais il y a 2 parties dans le business de l'immobilier. Tu as la partie de trouver les bonnes affaires et de prendre les bonnes décisions. Mais la deuxième partie, c'est la fiscalité. Donc la fiscalité, moi, je peux pas te la donner parce que je suis pas du tout un fiscaliste, même si je connais des fiscalistes. Donc si tu as un vrai projet, tu me dis et je t'envoie vers mon fiscaliste. Mais tu peux toujours aller voir un comptable. Et pourquoi je peux pas te les donner? Parce qu'il faut s'asseoir avec la personne en face de toi, qui est un professionnel, qui va regarder tes documents. Donc, il va regarder ton CDI, tes revenus, tes charges, tes différents investissements et mobilisations. Donc, il va faire un plan général de tout ce que tu fais. En gros, c'est de la compta. Et donc, pour ça, il faut que tu vois un professionnel qui va te conseiller au mieux. Et c'est vraiment comme ça qu'on fait. Donc, quand on est entrepreneur, investisseur, on a toujours un comptable à côté de soi. Donc, si tu n'as pas le comptable, n'hésite pas à venir poser des questions et je ferai un live avec des personnes qui pourront répondre à tes questions en termes de fiscalité. Si j'investis dans les cryptos, non, je t'explique pourquoi. Parce que je suis en train encore d'étudier le sujet. J'ai pas beaucoup de temps pour ça. J'ai investi la majorité de mon argent, voire la totalité, dans 2 choses, l'entreprise, mes entreprises, et dans l'investissement immobilier. La crypto, j'ai pas encore touché, mais je m'y intéresse fortement. Mais je sais que ça s'arrêtera jamais. Moi, j'ai un tout petit peu peur pour l'instant de la crypto et les NFT, tout simplement parce que c'est très volatile. Et moi, j'aime pas les marchés très volatiles. Donc, pour l'instant, j'attends que ça soit stable, dans un certain moment, j'irai investir. Mais pour l'instant, non, ça fait pas partie de mes projets immédiats. De rien, James. Étant maçon, est-ce plus avantageux d'acheter une ruine et de la retaper que d'acheter des parkings? Je pense que la réponse est dans la question. Si j'étais maçon, j'achèterais des terrains et j'irais construire des trucs, tout simplement. Non seulement tu peux acheter des trucs à retaper si tu achètes ça dans les villes, mais bien sûr dans les campagnes ou ailleurs, tu peux trouver des ruines, c'est facile. Mais il y a des choses simples à faire, hein. Tu n'es pas obligé de tout fabriquer dès le départ, mais c'est vrai que c'est le moins cher, vu que tu as la main d'œuvre. Mais de l'autre côté, c'est des gros projets. Hein. Je suis sûr que tu sais de quoi tu parles, mais quand tu investis dans un projet, tu vas travailler toi-même, il faut aussi acheter la matière première, mis à part la main-d'œuvre que tu vas économiser parce qu'il y a toi. Mais oui, sur le principe. Maintenant, un conseil, si jamais c'est tes premiers investissements, je te conseille à toi et à n'importe qui de commencer petit. Quand je te dis parking, c'est parce que le montant d'un parking, c'est entre 10 et 20 000 et 25 000 euros à Paris. Et ça se loue entre 30 et 250 euros par mois. Et donc, c'est un investissement très facile pour quelqu'un qui a le SMIC, parce que c'est la question qu'on m'a posée tout à l'heure. C'est juste, faut commencer petit. Tu commences petit, tu accumules des sous. Au fur et à mesure, tu montres à la banque que tu sais investir et ils vont te payer. Mais commence petit. Tu peux pas faire 10 millions sans avoir appris à faire 1 euro. C'est pas possible. Tu commences petit et après, ça avance.
Maintenant, si tu as l'argent si tu as des investisseurs avec toi qui peuvent investir dans un gros projet, genre un immeuble à 4 étages, ben vas-y, et toi, fais le travaux, fais le chef de projet, etc., et ça marchera. Mais, et retaper, ça marche très bien, hein. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas retaper? Par exemple, à Paris, c'est quelque chose d'assez régulier de retaper des appartes. Beaucoup de marchands de biens avec qui je travaille, ils achètent des petits trucs tout pourris, ils retapent, puis revendent 30, 40 000 euros plus cher. Maintenant, ce que tu peux faire aussi, c'est en tant que maçon, proposer à des marchands de biens de faire ce genre de choses, de travaux pour retaper. Donc, bien sûr, tu peux avoir du boulot là-dedans, mais si jamais tu veux le faire pour toi, commence petit, simplement. Des petits terrains, des petits parkings, des petits trucs. Commence à construire. Regarde, fais tes preuves là-dessus pour voir si c'est facile ou pas. Parce que retaper, c'est pas la même chose que entreprendre tout un projet. Donc, regarde, moi je te conseille de commencer petit, comme ça si tu perds petit. Et tu apprends beaucoup. C'est préférable de perdre petit et d'apprendre beaucoup de ses erreurs que de perdre gros et d'apprendre quand même beaucoup de ses erreurs, mais tu perds gros. Donc, vaut mieux perdre petit. Tu penses quoi de l'immobilier dans le métaverse? Ben, je suis en plein dedans, je suis en train de plonger dedans. Et je pense que ma vie, bientôt, dans quelques années, ça va être à l'intérieur. Je pense réellement que le métier que j'ai, qui est agent immobilier, va se transformer dans le digital, dans le futur. Et une partie des agents immobiliers comme nous et comme moi vont travailler dans le métaverse. J'en suis quasiment certain. Et ça fait longtemps que j'y pense, ça fait des années que j'imagine ce genre de concept. Et oui, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas trop le temps de le faire. Et j'ai pas vu vraiment des choses intéressantes, transcendantes pour l'instant. Donc, comme avec la crypto, j'attends que le marché un peu se stabilise, qu'il trouve des bonnes idées, qu'il lance la machine, et qu'après qu'on puisse commencer à inventer des projets. Mais je pense réellement que ça va se passer comme ça. Maintenant, j'ai entendu dernièrement qu'il y a des gens qui commencent à acheter des terrains sur le métaverse. Moi, j'irai pas tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui courent après le son des sirènes et des alarmes. Et hop, on y va, on va acheter. Et une nouvelle crypto, on achète. Ces gens-là sont des gens qui adorent le risque, hein. Moi, je suis pas comme ça. J'aime pas trop le risque financier aussi grave. Donc, j'attends que les choses se stabilisent. Quoi qu'il arrive, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Donc, à un moment donné, j'y serai. Mais j'attends que les choses se stabilisent. Entre-temps, j'ai beaucoup d'activités à côté. Donc, voilà. Alors, tu me dis, bonjour, un local. J'espère t'avoir répondu à la question. Bonjour, un local commercial qui peut permettre 200 000 euros de négocier 110 000, qui me fait... Donc, c'est un local commercial ou c'est un fonds de commerce dont tu parles? Attention, parce que je crois que tu confonds là. Si tu achètes un fonds de commerce à 210 000 euros ou tu achètes un local commercial à 210 000 euros, parce que c'est pas du tout la même façon de réfléchir. Moi, j'ai l'impression que tu parles d'un fonds de commerce. Alors attention, parce que je suis un spécialiste des fonds de commerce. Ça fait 20 ans que je vends des fonds de commerce et voilà, et que j'en crée. Donc, je connais le principe, hein. Bonjour, Bac plus... vas-y. Alors, tu achètes un local commercial? Ok, super, les murs. Donc, alors, c'est quoi ta question? Alors, je reviens à ta question. Qui me fait 9005 brut, 3,7 net. Donc, c'est quoi ta question? Ça te ramène, parce que j'arrive pas à lire, ça te ramène 5000 balles. Je comprends pas. J'arrive pas à lire, mais ça te ramène de l'argent ou pas? En gros, est-ce que c'est rentable ton affaire? Minage crypto. Alors, j'ai beaucoup répondu à cette question, hein. Je continue avec l'histoire des murs, hein. Juste essaie de préciser ta question. Si tu veux, fais un duo avec moi si tu peux. Attends. J'ai beaucoup parlé du minage. Et j'en ai même fait une vidéo sur mon compte. Le minage, c'est génial, c'est une superbe idée. Sauf, j'ai vu énormément de jeunes courir après l'idée du minage parce qu'ils ont une idée de base, ils veulent faire de l'argent facile et rapide sans rien foutre. Donc aujourd'hui, tous ceux qui te parlent du minage sur la crypto, sur le net, c'est des gens qui veulent manipuler des jeunes pour gagner de l'argent sur des formations à la con. Parce que j'ai vu plein de gens, et j'ai même montré une chaîne YouTube d'un jeune gamin qui a justement décidé d'investir dans le minage et qu'il a acheté des ordinateurs, et qu'il explique comment il a fait ça. Donc j'ai vu plein de vidéos dans le genre et je pense que c'est gagne petit. Tout simplement gagne petit. Oui, bien sûr, ce serait génial d'avoir un ordinateur qui génère de l'argent tous les jours, c'est vrai. Après, il faut des bons ordinateurs, il faut une chambre froide, il faut tout ce qu'il faut pour que ça génère du fric. Donc, ça coûte des sous. Donc, et j'ai vu aussi d'autres gars qui passent leur temps à faire du minage, mais dans des halls et dans des hangars énormes. Eux, ils font sûrement des millions. Donc, l'idée est bonne. Mais quand tu achètes un petit ordinateur pour faire du minage, ou deux ou trois, ça va te ramener quoi? 50 euros par jour? Est-ce que ça vaut le coup vraiment de se faire chier pour ça? Si tu veux gagner 200, 300 000 euros par an, il faut aller travailler ailleurs. Et par exemple, l'immobilier, c'est mon métier. Mais il y a beaucoup de gens qui courent après ces petits appâts là. Venez, vous êtes devenir millionnaire en faisant tel et tel truc.
J'en parle tous les jours de ces conneries-là, mais en réalité, le minage, comme n'importe quelle chose, si tu fais tout petit, tu vas gagner tout petit comme ça, si tu fais grand, tu vas gagner beaucoup. Mais les gens vous suivez la tendance, et faut pas suivre les tendances. Faut suivre, alors faut suivre la tendance, mais la tendance générale, pas les petites tendances ou les petits moyens de gagner des sous. Enfin, comme des piles, là, comme ça. Ça sert à rien. Ça, c'est de la rigolade. Pour faire du minage avec 3 ordinateurs, laisse tomber. Si tu veux maintenant investir dans un hall ou mettre plein d'ordinateurs pour générer des millions par jour, là, à ce moment-là, tu viens me parler, tu viens avec un peu de sous et on te trouve un investisseur pour développer ce truc-là si tu as vraiment des compétences. Mais faire ça en petit, ça vaut pas le coup. Je l'ai vu en vidéo. Moi, je courrais pas après ça. Hein. Je vais vraiment pas me faire chier à acheter et monter des ordinateurs et mettre une chambre froide juste pour gagner 50 balles. Il y a que qui se termine, qui te ramène. Non, il n'y a pas que. Alors, tu me dis qu'il y a Dieu qui te ramène des sous. Oui, mais il te ramène pas les sous, Dieu. Dieu, il t'a créé la vie, mon cher ami, si tu y crois. Et il t'a dit, va bosser, mon cher ami. D'ailleurs, c'est la première chose qui s'est passée dans le jardin d'Éden à l'époque. Hein. Allez, va cultiver. On les a virés du jardin d'Éden pour te dire, va travailler, va cultiver. Tu gagneras l'argent à la sueur de ton front, c'est ça qui a marqué. Donc, non, c'est pas Dieu qui te donne l'argent, c'est une grave erreur de penser ça. Surtout que c'est pas marqué du tout comme ça. Alors, une renta à 9,5%, j'ai pas compris, d'accord. Brut et 3,7 net, non, c'est pas bon. 3,7 net, c'est pas bon du tout. Et ça dépend où maintenant dans le local. Il faut que tu me dises le local. Dis-moi, est-ce que c'est un emplacement numéro un? Est-ce que c'est Paris, par exemple? C'est des grandes villes? Et maintenant, quel est le fonds de commerce qu'il va avoir dedans? Donc, il faut que tu m'expliques plusieurs choses. Et si jamais tu as un local commercial, par exemple, explique-moi le local commercial. Est-ce, par exemple, on peut faire de la restauration dedans? Est-ce qu'on peut faire de la restauration froide ou de la restauration chaude? Donne-moi ces deux éléments, là, je vais te dire comment tu peux gagner beaucoup plus de sous que juste en le louant. J'ai 23 ans et 2700 € de côté. Est-ce que je suis une énorme merde? Très bonne ta question. Elle est bien tournée. Non, non, t'es pas une énorme merde. Euh, Quand je suis sorti de l'armée, je suis sorti de l'armée à l'âge de 20 ans et demi, proche de 21 ans. J'avais 0 € à 21 ans, 0 €. À 23 ans, j'avais 0 €. T'as déjà plus que moi, que ce que j'avais à l'époque. Non, non, 23 ans, c'est rien. On s'en fout. On s'en fout. Pendant des années, tu n'auras pas d'économie parce que si tu es salarié, tu pourras jamais mettre beaucoup plus que ce genre de somme. Si tu es salarié au SMIC ou des jobs comme ça à côté. Donc, c'est pas ça qui va te ramener des sous et c'est pas très grave. Je t'assure, c'est pas très grave. Quand tu as 23 ans, déjà, tu as devant toi minimum 30 ans de travail. Minimum, hein. Donc, tu auras le temps d'accumuler de la richesse. Mais à 23 ans, c'est normal d'avoir que dalle, c'est normal. Tu viens de sortir de tes études, tu viens de commencer la vie. Et déjà, d'avoir 2700 €, c'est-à-dire que tu es un bon épargnant et tu fais des économies déjà. Donc, c'est déjà bien. Non, au contraire, c'est top. C'est top. Moi, j'avais pas ça à ton âge. Je t'assure. Donc, ça va, t'es pas une grosse merde du tout. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant pour gagner plus que 2700 € à mettre de côté? Explique-moi. Et là, on verra si t'es une merde ou pas. Non, mais t'es pas une merde. Personne n'est une merde. Euh, Toi, t'es en train de faire du ménage. Ouais. Vas-y. C'est un peu trop tard, hein, parce que la fête, elle est rentrée. Hein. Attends 2 secondes. Euh, alors, comment investir en intérêt composé? Ouais. Attends 2 secondes. Vous me faites rire avec vos questions, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous faites rire avec vos questions? Alors, je reviens à la question 2 secondes. Oh merde. Quand il y a trop de commentaires, c'est compliqué. Attends, je crois qu'il y a une nouvelle méthode. Là. Salut tout le monde. Salut Réunion. Attends. Ah, elle est repartie la question, là, je la vois plus. Je suis parti trop loin, excusez-moi. Elle est où cette question? J'ai 23 ans, voilà, c'est bon. Alors. Elle est où la question des intérêts composés? Ah, tu me dis que je connais rien du tout, d'accord, pas de problème. Euh, Alors, je vois pas la question, je la revois plus, je suis désolé. Je vais chercher une autre. Bac plus 5 dans la menuiserie, diplôme ingé, des conseils pour se lancer en indépendant. Oui, lance-toi. Ah, c'est le conseil. Regarde, écoute-moi bien. La menuiserie, c'est cool, ok, et t'as bac plus 5, ça c'est intéressant. Mais dans l'entrepreneuriat, ça sert à rien. Donc, tu vas me dire qu'est-ce que tu as envie de créer comme business. C'est-à-dire que le diplôme, c'est cool, hein, mais dans l'entrepreneuriat, ça sert à rien. C'est-à-dire que t'as pas de
Ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as personne à qui montrer ton CV. Tout le monde s'en fout. C'est ta boîte, tu fais ce que tu veux. Donc le diplôme, on s'en fout. La menuiserie, ok, ça peut être intéressant si tu comptes ouvrir un business dans la menuiserie. Mais quels sont les conseils que tu cherches à avoir quand tu me dis j'ai envie de me lancer en tant qu'indépendant? C'est quoi? Le courage que tu as besoin d'avoir? C'est plutôt de la motivation, c'est quoi plutôt les questions? Parce que être indépendant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ou tu travailles dans une boîte qui va t'engager en tant que VRP, par exemple, agent commercial, ou tu vas ouvrir ta boîte avec un service. Alors tu peux bien sûr vendre ton service de menuiserie, par exemple. Tu te mets en auto-entrepreneur et tu diffuses tes services. C'est très facile, je pourrais t'expliquer comment faire. Et les gens, ils t'appellent et tu vends tes services. Et voilà, tu es entrepreneur. Maintenant, si tu veux créer autre chose que de la menuiserie, parce que t'as que ça comme compétence, tu as envie de faire autre chose, ben dis-moi quelles sont tes compétences. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. Tu peux commencer tout petit en vendant tes propres services en tant qu'entrepreneur, ou tu peux inventer quelque chose. Par exemple, si tu es graphiste ou menuisier, c'est pareil. Tu vas vendre des prestations de services. Tu cherches des clients, donc il y a plein d'endroits où les trouver, et tu leur vends tes services. Et hop, tu factures. C'est ça le principe de l'entrepreneuriat. Maintenant, quand tu veux devenir chef d'entreprise, c'est-à-dire embaucher des gens pour vendre tes services, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais l'entrepreneuriat, c'est simple. Hein. Tu ouvres un cabis, tu vas sur Internet, tu prends ton cabis en tant qu'entrepreneur, et voilà, c'était lancé. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas vendre? Parce que se lancer, c'est très facile. Chaque année, il y a 900 000 entreprises qui se créent. Mais il n'y a que 25% qui vont survivre la première année, 25 la deuxième année, 25 la troisième et la quatrième et la cinquième. À la fin de 5 années, il reste que 25% des 900 000 boîtes qui se sont créées cette année. Pourquoi? Parce que ou ils n'ont pas de plan, ou ils n'ont pas de stratégie, ou ils n'ont pas de produit intéressant qui marche avec le marché. Donc dis-moi ce que tu sais faire et je te dirai comment te lancer dans l'entrepreneuriat, mais avant tout, il faut savoir qu'est-ce que tu vas vendre demain. Tu veux mon book? Alors tu sais que c'est une belle histoire ce truc, c'est grâce à TikTok que j'ai gardé le book. Une fois, je me suis laissé pousser la barbe comme ça, et les gens ils m'ont reconnu dans la rue juste grâce à ça. Alors d'un coup, je me suis dit, je le garde, hein, ça leur plaît. Écoute, tu racontes des conneries, Miko, donc laisse-moi un peu tranquille si t'as pas envie de parler de sérieusement, parce que juste parler pour parler, c'est ça. Ah voilà, je la retrouve la question. Comment investir en intérêt composé? Existe-t-il des plateformes pour ça? Mais les intérêts composés, ça fait partie de l'investissement d'une manière générale. Il faut que vous arrêtiez. Voilà, je sais que pourquoi j'ai rigolé tout à l'heure, parce que les intérêts composés, dans la théorie, tu deviens millionnaire, mon cher ami. C'est comme le MLM. C'est des multiplicateurs qui se multiplient, et que bien sûr, sur le papier, ça ramène beaucoup de sous, et ça fait chiffrer. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Et mis à part ça, chaque investissement, c'est différent. Dans quoi tu as envie d'investir? Et enfin, c'est une question de projet. Tu as un bien immobilier. Si tu veux investir dans l'immobilier, le principe est très simple. Hein. Tu achètes un bien, il faut que dedans, tu puisses mettre un locataire qui va couvrir le montant du loyer. C'est pas très compliqué. Donc, une fois que ça couvre le montant du loyer avec un petit plus, pas beaucoup, ton bien est autofinancé. Donc, tout le reste, ça n'a vraiment aucun intérêt. Parce que les autres choses ne fonctionnent pas. Il n'y a que ça qui fonctionne. C'est comme ça que tourne la planète. Tu achètes, tu loues et tu gardes. C'est le principe. Maintenant, la difficulté, elle est d'en trouver le bon bien et de trouver le financement. C'est ça la grosse difficulté. Tout le reste, c'est partout pareil. Les banques prêtent tous la même chose dans toute la France. C'est partout pareil pour absolument tous les investisseurs. Alors, tu me dis village. Ah, ça c'est pour le local. Village, 6000 habitants. Pas premium, avec médecin, infirmier, information dessus. Oui, d'accord, ok, mais le local lui-même, tu peux faire quoi dedans? Alors, j'ai compris pour les infos. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui fait le local lui-même? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux faire un restaurant dedans? Ou tu peux faire juste une boutique? Ah, super, un youtubeur, génial. Alors, je vais parler avec toi. Il y a d'autres questions avant, c'est tout. Il faut vendre de la bête. Non, là, ça, on laisse tomber. Comment investir en Internet? Ok. J'aimerais vendre mes services en entrepreneur en tant que menuisier. Oh, ben c'est cool. Et ça, c'est super. Alors, c'est quoi ta question maintenant? Alors, pour pouvoir vendre tes services en tant qu'entrepreneur, tu crées ton statut auto-entrepreneur. C'est simple. C'est Internet, tu cherches, créer statut entrepreneur, et tu l'ouvres en quelques minutes. En moins d'un mois, tu as ton cabis, et ça y est, tu peux facturer. Donc, pour commencer, c'est super simple. Tu dois résoudre le problème numéro 1 de n'importe quel entrepreneur, chercher un nouveau client. Donc ça, c'est vraiment ta difficulté numéro 1. Maintenant, pour le faire, tu dois vraiment avoir les bases. Les bases pour une entreprise qui se lance maintenant en tant que jeune entrepreneur, c'est tu te fais un petit site internet sympathique, tu te fais une bonne page Facebook, un bon compte Instagram, un bon compte TikTok. Je t'expliquerai dans un autre live comment utiliser tout ça. J'explique beaucoup ça dans ma chaîne YouTube. D'ailleurs, les amis, là, je fais un live une fois par semaine et je vais le faire tous les mardis à 19h avec vous. Mais sachez que tous les matins, je suis en live à la radio.
et je donne des conseils exactement comme je le fais maintenant ici. Je suis quasiment tous les jours à la radio à des heures différentes sur différentes émissions, donc vous pouvez télécharger l'application Capitch et vous pouvez même poser des questions et je le ferai souvent et régulièrement. Je suis toute la journée en train de répondre à des questions aux gens. Donc, n'attendez pas juste TikTok avec moi pour poser des questions, venez aussi à la radio, je fais ça tous les jours, c'est mon travail. Donc, quand tu veux lancer ta boîte, il faut d'abord que tu aies un service menuiserie, cool. Il faut que tu inventes le produit. Ça veut dire quoi le produit? C'est-à-dire qu'est-ce que tu vends? Est-ce que tu vends ça à l'heure? Est-ce que tu vends un certain type de travail? Et tu fixes les produits et les services, donc il faut y réfléchir. Une fois que tu sais faire ça, il faut que tu communiques sur ton produit et service, que les gens te connaissent, donc c'est les réseaux sociaux, c'est le mailing ciblé, c'est la publicité ciblée. Une fois que c'est fait, les gens ils t'appellent. Une fois qu'ils t'appellent, tu vas faire ton travail, ils te payent, tu fais une facture, alors tu fais une facture et ils te payent. Voilà, t'es entrepreneur. Mais la plus grosse difficulté que tu as, c'est de chercher le client. Donc, savoir communiquer vers eux, savoir les attirer et savoir leur vendre. Parce que c'est ça le plus difficile. Une fois que quelqu'un t'appelle, il faut que tu saches le vendre. Donc, il y a quand même pas mal de choses à savoir autour de l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une école qui s'appelle Capitch pour les entrepreneurs. Va dans cette école et on va te coacher tous les jours pour que tu apprennes à développer ta boîte. Mais sur le principe, c'est très facile de te lancer. Par contre, il faut mettre les choses autour. Les choses autour qui vont plaire à tes clients pour déjà qu'ils te trouvent, un site internet, automatisation sur les mailings, une communication sur les réseaux sociaux de manière globale, une stratégie de prix et de cible de marché. Et après, c'est parti, ta boîte, t'as plus qu'à travailler, prospecter des marchés, vendre. Et si jamais ça marche bien, bah, tu te développes, tu prends un autre menuisier, etc., etc. Mais pour ça, il faut vraiment créer ta boîte de zéro. La boîte, c'est une idée, c'est un logo, c'est un concept, c'est des prix, c'est des documents, c'est des contrats de prestation de service, c'est énormément de choses à une société. Donc, la réponse, c'est il faut apprendre, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a une école pour ça, qui s'appelle Capitch. Voilà. Vous avez plus qu'à y aller, capitch.fr. Tout est là-bas pour vous. Salut, comment se faire un capital de départ en tant qu'étudiant? Ben, tu travailles et tu mets de l'argent de côté. Vous savez, je te réponds simplement parce que c'est aussi simple que ça. Moi, je te conseille tout le temps, je te donne un conseil pour épargner. D'accord? Je te donne un conseil pour épargner. Si tu es étudiant, je ne sais pas combien tu gagnes, mais peu importe combien tu gagnes, fais cet exercice qui va énormément t'aider dans la vie. Lorsque tu auras une entreprise, je te donnerai un autre conseil. Mais quand tu es jeune étudiant, tu fais comme ça. À chaque fois que tu gagnes de l'argent, peu importe la somme, que ce soit pour tu as fait du babysitting, que ce soit pour un job ici d'été, peu importe. Tu as gagné une somme, tu prends 20%, tu le mets de côté. Ok? Et c'est tout. 20%. Et tu dois résister à ça. C'est-à-dire, tu gagnes 10 euros, tu mets 2 euros. Tu gagnes 1000 euros, tu mets 200 euros. Et tu fais ça de côté à chaque fois. Ces 20% représentent à peu près la TVA. Enfin, pas à peu près, c'est la TVA. Et quoi qu'il arrive, dans la vie, tu payes de la TVA tous les jours et l'État te prend 20%. Ok, tu le sens pas. Tu t'en rends pas compte. Les 20%, ils sont partis. Moi, je te dis, tu te rajoutes une taxe sur ta tête. C'est ça là. C'est cette taxe 20%, tu te rajoutes. Et celle-là, elle va dans ta poche. Pendant quelques années, pendant que tu es étudiant et pendant tes premiers jobs, ça va énormément t'aider. Tu vas avoir peut-être après quelques années 10, 15, 20 000 euros de côté. Ça va t'aider pour un départ. Mais après, pendant toute ta vie, tu vas devoir réfléchir dans ce sens. Et là, je vais te donner un deuxième conseil pour les 5, 10 prochaines années, même quand tu es entrepreneur, et ça marche pour vous tous. Tant que vous n'êtes pas un chef d'entreprise qui fait des millions, etc., et que vous vivez à peu près avec 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est pas mal du tout, je vais vous donner un conseil, enfin plusieurs conseils là maintenant tout de suite pour gérer votre argent qui va vous permettre à non seulement gagner, préserver et mettre de côté. Et bien sûr, faire évoluer votre boîte. Donc, ma règle, elle est pour des gens, encore une fois, qui font pas plus que 200, 300 000 euros par an, c'est de réfléchir de cette manière-là. Vous divisez tout votre argent en 3. Tout l'argent qui rentre, vous divisez en 3. Premier tiers, c'est l'argent que vous allez réinvestir dans votre propre boîte. C'est-à-dire que tu vas acheter un nouvel ordinateur, une nouvelle voiture, un scooter, je sais pas, du matériel qui va aider à développer ta boîte. Si tu es menuisier, par exemple, un nouveau marteau, des scies, je sais pas, du matériel. Tu réinvestis dans la boîte un tiers de l'argent que tu as gagné tout au long de l'année. Le deuxième tiers, tu vas réinvestir dans la publicité. C'est-à-dire tout ce que tu as pu gagner, tu prends un tiers et tu réinvestis dans la publicité. Facebook, Instagram, YouTube, ce que tu as envie de publier sur du papier, sur ce que tu veux. Tu réinvestis tout ce budget chaque année. Donc un tiers de tout ce que tu as gagné dans la publicité. Et le troisième tiers, tu le mets de côté pour les mauvais jours ou pour les jours où tu as envie d'investir. Avec ce troisième tiers, c'est avec cet argent-là que tu vas investir par exemple dans l'immobilier, c'est avec ce genre de produit d'argent que tu vas avoir des apports et tu vas avoir des garanties envers les banques. Donc,
Si tu fais cette règle là, pendant que tu es étudiant, parce que quand tu es étudiant, on ne gagne pas beaucoup de sous. Donc, pendant cette règle-là, tu mets 20% de côté jusqu'à que tu commences à trouver ton premier job. Tu trouves ton premier job, tu mets encore 20% de côté jusqu'à que tu ouvres ta boîte. Quand tu ouvres ta boîte, tu réfléchis dans ces règles des 3/3. Et ça va énormément t'aider dans ta vie. Tu vas voir que l'argent, il va arriver rapidement. Il va surtout pas repartir n'importe comment. Et il faut investir dans sa communication quand on est entrepreneur, tous les jours, tout le temps. Il n'y a que comme ça que ça marche. J'espère que ce conseil, tu l'as noté et tu le prends pour le restant de ta vie. Hein. C'est pas un truc comme ça qu'on lance. Hein. Vas-y. Alors, pour celui qui est youtubeur, hein, je pourrais énormément t'aider. Les youtubeurs, j'en connais beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis youtubeur. Je suis pas youtubeur. Et je t'explique un truc. YouTube, c'est génial pour faire du business. Mais aujourd'hui, c'est devenu un métier, un vrai métier. Il y a des règles très strictes chez YouTube. Et pour avoir des abonnés qui te génèrent de l'argent, tu vas avoir beaucoup de difficultés. Maintenant, regarde bien, il y a 3 manières de gagner de l'argent sur YouTube. Moi, je gagne beaucoup d'argent grâce à YouTube, mais pas tel que toi, tu le conçois. Regarde bien. YouTube, il y a 3 manières de gagner de l'argent. Première manière, c'est que YouTube te paye. Donc, tu cherches les vues. Tu cherches le nombre de vues, le nombre d'abonnés, tu cherches les auditeurs, l'audience, etc. Ça, c'est la première manière de gagner de l'argent sur YouTube. Maintenant, c'est une bonne manière de gagner des sous quand tu as un concept, une idée qui est tellement géniale qu'il y a des millions de personnes qui vont venir te voir. Et ça marchera dans le domaine du divertissement, ça marchera dans le conseil, mais pour la majorité des gens. Donc, il faut que tu cherches la masse. Ça, c'est YouTube. Donc, il faut avoir des milliers d'abonnés et des millions de vues pour vraiment commencer à gagner sa vie. Ça, c'est la première manière. Deuxième manière, c'est une fois que tu as des abonnés, donc tu as une certaine audience, tu n'es pas obligé d'en avoir des millions, sauf il faut avoir une audience assez importante autour d'un certain sujet. Donc, quand tu tournes autour d'un certain sujet, ce qui est mon cas par exemple, il y a des sponsors qui viennent te payer, et où il y a des publicités qui viennent s'afficher sur ta page, et il y a surtout des sponsors qui viennent te contacter pour que tu vendes leurs produits et leurs services. Donc ça, c'est une deuxième manière de gagner de l'argent quand tu as une audience très ciblée qui est très influencée par toi. C'est pour ça qu'on appelle ça influenceur. Et la troisième manière de gagner de l'argent, celle que moi j'utilise quasiment tous les jours depuis que je suis sur YouTube, c'est de chercher des clients pour vendre mes services que j'ai. Donc j'ai plein de services, j'ai plein de conseils à donner, j'ai plein de formations, j'ai aussi des biens immobiliers, je cherche des investisseurs tous les jours, je cherche des employés tous les jours. Donc YouTube et n'importe quelle autre plateforme que j'utilise comme TikTok m'aide à développer mon business d'une manière ou d'une autre. Et c'est là-bas que je trouve mes clients. Je trouve mes clients partout, sur tous les réseaux sociaux. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, t'es pas... Et là, par exemple, je viens d'être monétisé sur YouTube avec 1200 abonnés. Moi, un abonné sur YouTube peut me ramener 20 à 30 000 euros par an. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir 20 000 des abonnés. Il suffit juste que quelqu'un soit la bonne personne, donc un chef d'entreprise, un entrepreneur. Et avec lui, on peut gagner beaucoup de sous parce que c'est mes services que je vends qui sont plus importants. Donc, c'est pour ça que je donne plein de conseils gratuits à plein de gens parce que je cherche pas à être youtubeur, je cherche à vendre mes services. Voilà. Et donc, tu as 3 manières de gagner des sous dans YouTube. Mais il faut réaliser que c'est un vrai métier. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à faire le montage, il faut apprendre à le faire vite, il faut apprendre à réfléchir aux cibles, et être du matériel autour de toi, hein, caméra, ordinateur, etc. Et donc, ça devient un vrai métier. Et donc, si jamais tu commences aujourd'hui et que tu bases toute ta vie d'entrepreneur là-dessus, alors je te conseille pas tout de suite. Je te conseille d'avoir un job à côté jusqu'à que tu commences à gagner des sous. Et pour YouTube, il faut que tu gagnes minimum 2000 euros par mois pour te dire tu lâches ton job. Avant 2000 euros par mois, laisse tomber YouTube. C'est-à-dire laisse pas tomber ton job à côté. C'est ça que je veux te dire. Mais avant ça, tu gagneras 500, tu gagneras 600, 700. Mais ça te permettra pas de tout lâcher. Et le jour où tu lâches tout et tu gagnes pas assez d'argent sur YouTube, c'est à ce moment-là que tu stresses. Et c'est à ce moment-là que tu vas faire des conneries en termes de vidéos. Tu vas faire n'importe quoi pour gagner des vues. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. YouTube, il faut vraiment être dans l'état d'esprit de YouTube. C'est-à-dire partager beaucoup, tous les jours, tout le temps, du contenu de très haute qualité. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est très difficile de le faire régulièrement. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas être youtubeur, parce que j'ai pas le temps pour ça. Mais il faut faire des choses régulières tous les jours. C'est ton boulot. C'est-à-dire que le matin, tu arrives à 9h, tu fais une vidéo. À 10h, tu en fais une autre, etc. Tu commences, tu travailles. Il faut faire vraiment ce travail tous les jours pour que ça soit efficace, parce que c'est ton boulot. Et donc, si ça ne te ramène rien pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tous les gros youtubeurs que je connaisse aujourd'hui, ils ont tous eu une galère pendant les premières années, et encore ils ont commencé il y a 5-10 ans, au début à gagner 0 euros, et pendant quelques années, jusqu'à qu'ils trouvent leur chemin, et après ils gagnent des sous. Donc si tu veux être youtubeur, c'est génial, mais juste, je te conseille d'avoir une sécurité à côté, que ce soit le pôle emploi, un job à côté, et le soir tu fais des vidéos YouTube, jusqu'à que tu commences à gagner 2000 euros par mois. Et à ce moment-là, tu lâches tout, et là tu commences à avancer.
Alors tu me dis, le mieux c'est de louer ou vendre financièrement, quel est le plus avantageux? Ce n'est pas ça la question. Je te donne un exemple. Moi personnellement, je suis marchand de biens. Je suis plus marchand de biens qu'investisseur. C'est-à-dire que je n'aime pas trop garder les biens chez moi. J'aime pas les louer longtemps parce que je déteste les locataires. Je déteste me faire chier avec eux. Voilà, c'est la raison pour laquelle je garde pas les biens. Moi, j'ai très souvent été marchand de biens, donc très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pas là-bas que on gagne le plus de sous dans le marchand de biens, sauf si tu as un gros marchand de biens et tu as vraiment à peu près 1, 2, 3 millions par an sur lesquels tu vas jouer, tu vas acheter et revendre. Mais alors, moi, j'ai choisi à l'époque mon chemin, c'est-à-dire que au début, j'étais investisseur et marchand de biens. Après, j'ai dit non, je vais rentrer dans l'immobilier parce que non seulement, parce que je t'explique pourquoi je suis rentré dans l'immobilier, parce que au début, je voulais acheter des affaires, mais et souvent, le problème, c'est qu'on peut pas acheter autant qu'on en a envie. Donc, très souvent, tu vas devoir dire non à un bien parce que la banque, elle te prête pas. Et donc, ça me faisait chier de perdre cet argent. Alors, ce que j'ai fait, je me suis lancé dans l'immobilier. Alors, j'ai toute une histoire autour de ça. Mais grâce à l'immobilier, j'ai réussi à gagner de l'argent pour toutes les affaires que j'achetais pas, en les revendant à tout le monde. Et c'est pour ça que je pousse les gens qui veulent devenir investisseurs en immobilier à se lancer totalement dans l'immobilier en tant que négociateur immobilier ou agent immobilier. Parce que c'est le meilleur endroit pour gagner de l'argent sur les deux côtés. Et pour trouver des bonnes affaires, et pour trouver des clients qui veulent les racheter et gagner des sous dans les deux côtés. Et voilà. Et donc le reste de mon argent, je l'investis dans mes entreprises. Donc j'ai plusieurs entreprises et voilà. Alors quelles sont les entreprises? Tu en as deux déjà devant toi. Tu as une qui s'appelle Capitch, l'école pour apprendre à entreprendre. Une autre qui s'appelle IBS Formation, une école pour les agents immobiliers. À part ça, j'ai 2 agences immobilières et voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années. Pourquoi mettre Yoda? Vraiment, il faut que je trouve la solution pour afficher les commentaires sur tout l'écran parce que ça me saoule. Ah voilà, j'ai trouvé la solution. Ouh là là. Salut à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas, j'ai plein de contenu déjà sur mon compte TikTok et j'ai répondu à des milliers de questions, donc n'hésitez pas. Alors je peux avoir raté quelque chose. C'est pas grave, repose la question. Il faut quoi dans la vie, Barbichette brisée? Vous me faites rire avec vos bêtises. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis aujourd'hui, depuis très longtemps, chef d'entreprise, depuis l'âge de 16 ans. Je suis chef d'entreprise et j'ai 47 ans aujourd'hui. J'ai fait plein de choses dans ma vie, principalement de l'immobilier. Et donc investisseur, marchand de biens, mais aussi agent immobilier, donc des agences immobilières, des réseaux en immobilier. Et depuis quelques années, j'ai ouvert 2 écoles de formation pour les entrepreneurs et pour les agents immobiliers. Ça, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, vous pouvez les trouver sur Internet. Sur le lien qu'il y a dans ma bio, il y a quasiment tout ce que je fais. Vous pouvez aller chercher et voir et vous intéresser un tout petit peu. Salut à tous et bonne fête à tous. Est-ce que tu fais de la reprise de business en ligne pour faire grossir ton empire? Est-ce que tu fais est-ce que je fais du business en ligne? Mon cher ami, écoute-moi bien. J'étais un des précurseurs d'Internet. Moi, j'ai commencé à créer des sites Internet marchands en 1996. Avant que tu naisses, avant que tu connaisses Internet. J'étais un des premiers à vendre des biens en ligne, des produits en ligne, mais ça marchait pas à l'époque. Donc à l'époque, j'ai commencé Internet, à l'époque de la bulle Internet que vous connaissez pas du tout, vous. C'était en 1999. Ma première boîte, c'était une start-up que j'ai créée en 1998, qui s'est fermée en 1999. C'était justement dans la bulle d'Internet où on créait des sites Internet à l'époque. Depuis, je me suis jamais arrêté. Tout ce que je fais aujourd'hui est en ligne. Ça fait 20 ans que je fais du commerce en ligne. Avant, c'était pas évolué. Aujourd'hui, ça l'est. Mais je vends tout en ligne. Donc, moi, j'ai pas attendu la crise, mon cher ami. La crise, elle n'existe pas chez moi parce que du business, il y en a tout le temps partout. Il suffit juste de s'adapter. Pourquoi pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer la démarche pour démarrer le projet, sachant que j'ai pas le thème? Alors, regarde ce que je te conseille. C'est une question trop large. Pour tous ceux qui ont des questions très spécifiques et vous êtes sérieux dans votre lancement, faites un truc simple. Sur le lien dans ma bio, il y a un autre lien vers mon agenda. Prenez rendez-vous avec moi quand vous le souhaitez et on fera un rendez-vous en visioconférence et je vous aiderai pendant 1 heure et je vous donnerai les bonnes directives. Et après, si vous devez rentrer en formation, vous rentrez. Si vous voulez pas, vous rentrez pas. Mais je pense réellement que n'importe quel chef d'entreprise doit rentrer dans notre école. N'importe quelle personne qui crée son projet doit rentrer dans notre école. On vous donne les bases sûres, on vous coach tous les jours. Pour moi, c'est la meilleure façon de bosser. Maintenant, quoi qu'il arrive, je vous propose à tous un rendez-vous gratuit quand vous le souhaitez. Vous rentrez dans le lien dans ma bio et vous prenez rendez-vous avec moi. Et je répondrai à toutes vos questions gratuitement, vous inquiétez pas. Et là-bas, je t'expliquerai les démarches selon ton projet, d'accord? On va discuter un tout petit peu ensemble parce que il y a quand même des limites à TikTok, c'est que je vois des lignes, je vois des commentaires, mais je n'ai pas les échanges avec toi. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un rendez-vous. Alors, tu m'as dit quelles sont les entreprises, quel type de biens. Moi, j'achète tout. Alors, en général, c'est des locaux commerciaux.
et des parkings, et de temps en temps des biens, des immeubles, de temps en temps des immeubles, et de temps en temps des biens tout pourris, des coups de fusil quand ils arrivent. Mais en général, c'est des locaux commerciaux, des parkings et des immeubles. Présentez-vous des capsules sur YouTube. Non, j'ai une chaîne YouTube. Non, je fais pas tout ce qu'il faut faire sur YouTube, mais j'ai à peu près 6000 heures de contenu là-bas, donc tu as du boulot. Il y a plein de choses que j'ai faites. Alors, il y a aussi ma chaîne de podcast, donc vous pouvez aller sur mes liens dans la bio, vous allez voir qu'il y a du podcast. Vous allez vous éclater là-bas. Il y a énormément de contenu sur plein de choses, que ce soit l'entrepreneuriat, l'immobilier, plein de trucs. Le crash immo 2008 est-il prévisible? Oui, bien sûr qu'il est prévisible, mais il faut que tu saches pourquoi il y avait en 2008 un crash. À la base, la vague, elle a commencé aux États-Unis. Hein, c'est la base, c'est les subprimes. C'est quoi les subprimes? C'est des gens qui achetaient des biens qu'ils ne pouvaient pas rembourser, et à la fin, les banques, ils prêtaient quand même. Et à la fin, la crise. Alors moi, je vous conseille de voir le film Le Big Short pour essayer de comprendre ce que c'est que les subprimes. Mais ce qui s'est passé à l'époque est en train de se passer aujourd'hui, et ça va revenir. La crise immobilière, c'est un cycle, ça arrivera tous les jours, enfin, ça arrivera tous les cycles, ça reviendra. Tous les 5 ans, 10 ans, je sais pas, mais il y aura toujours un cycle. Et la base, elle est comme ça. Quand tu achètes un bien immobilier, peu importe lequel, imaginons que tu l'achètes en promotion immobilière, c'est-à-dire quand il est tout neuf. Tu l'achètes, c'est comme une voiture neuve. Dès qu'elle est sortie du concessionnaire, elle perd de la valeur. Dans un bien immobilier, dès que tu l'achètes neuf, tu as perdu déjà de la valeur. Parce que le prix du neuf, c'est pas du tout le prix de l'ancien. Il faudra prendre quelques années pour que le prix de l'ancien prenne le marché le prix du neuf prenne le marché de l'ancien. Maintenant, quand tu vas acheter ce bien, c'est déjà de l'ancien, tu vas le revendre à quelqu'un. Mais tu vas le revendre beaucoup plus cher que ce que tu as acheté. Donc, le prix du marché augmente maintenant sur ce prix. Maintenant, quand tu vas passer par une agence immobilière qui va rajouter aussi une commission, qui va augmenter la valeur du bien, etc. Si ce bien se vend 3, 4, 5, 6 fois ou 10 fois dans une période donnée, je sais pas moi, sur 30 ans, ben automatiquement, le bien a pris de la valeur. À un moment donné, les gens ne peuvent plus emprunter cet argent-là parce que c'est devenu trop cher. Et donc, à ce moment-là, ce bien perd de la valeur, celui-là et tout le marché qui a pris toute la valeur en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'on recommence avec une crise où les gens ne peuvent pas rembourser les crédits, etc. Et ça, c'est un cycle. C'est un cycle qui prend des années. Ça s'appelle le capitalisme. Et bienvenue dans notre monde, les gars. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ceux qui vous permettent d'acheter des biens immobiliers, ce sont les banques et personne d'autre. Et c'est eux qui jouent avec notre fric, avec notre travail. Salut Ethan. Je continue. Salut, tout plaqué pour une carrière de lutteur pro ou pour BTS profession immobilière? Je te dirais à 100% immobilier, 100%. Mais parce que je suis pas toi et je suis pas lutteur pro. Si jamais tu es lutteur pro et tu penses que tu as une vraie carrière et ton coach te dit, écoute, tu es le futur champion du monde, là, commence un tout petit peu à réfléchir. Mais que ce soit lutteur pro, je pense pas que ce soit une carrière qui va te ramener des millions. Peut-être que oui, hein, je connais pas trop le domaine, mais c'est pas comme le foot, c'est pas comme le tennis où il y a des contrats sponsorisés. Mais par contre, dans tous les sportifs de haut niveau, il y a beaucoup de candidats, il y a très peu d'élus. Et quoi qu'il arrive, moi j'ai toujours fait du sport dans ma vie, toujours fait du sport de combat, et les pros, il n'y en a pas beaucoup, et ils gagnent pas beaucoup d'argent en France. Il y a quelques années, j'avais créé une boîte qui s'appelle Urban Boxing. Vous pouvez aller chercher sur YouTube, vous verrez une chaîne qui s'appelle Urban Boxing, vous me verrez en train de filmer des combats de boxe. À l'époque, je voulais rentrer dans ce domaine, c'est-à-dire d'aider les boxeurs et les professionnels de sport de combat de se mettre un peu en avant et de les aider à communiquer. Mais quand j'ai vu combien ils gagnaient d'argent, il n'y avait pas grand-chose à leur vendre. Donc, moi, tu sais, si jamais je te réponds comme un bon papa, je dirais d'abord, prends ton diplôme, aie des compétences, et après, va faire ta passion. Mais lutteur pro, j'ai pas l'impression que ça va te ramener de l'argent. Garde ça comme une passion. Par exemple, moi, j'adore chanter, j'adore jouer de la musique, mais j'ai pas fait carrière là-dedans. Donc, il y a des choses où tu dois mettre de côté parce que c'est la passion, mais c'est pas à moi de te dire ça. C'est à ton coach. Ton coach, s'il te dit, par exemple, tu vas être champion du monde l'année prochaine, tu vas gagner, je sais pas moi, tel et tel contrat, commence à y réfléchir. Si tu es juste un lutteur qui t'entraîne dur, mais t'es pas déjà le champion de ta catégorie, si t'es pas déjà le champion de ton quartier, je lâcherai pas, tu vois, toute ma vie là pour lutteur pro. Et l'entrepreneuriat, ça peut aller avec. Hein. Par exemple, tu peux être lutteur pro et vendre des formations en lutte. Tu peux être entraîneur, tu peux être coach. Tu peux faire plein de choses dans ce domaine-là sans spécialement être professionnel de la lutte. Donc, tu peux commencer lutteur pro et en parallèle, tu fais autre chose. Je te donne tout de suite une idée. Si imaginons que tu sois un bon combattant et que tu as un peu de communication en fait, super, crée une ligne de t-shirts et de fringues, tu gagneras des sous aussi. Si par contre, t'es pas très connu, ben fais-le pour quelqu'un d'autre qui est connu dans le domaine. Et il y a plein de business à faire autour du sport, quoi qu'il arrive. Mais t'es pas spécialement... Si par exemple, je te donne un exemple, j'avais voulu faire carrière dans le basket, parce que j'adore le basket, et que je suis
je suis choisi par la meilleure université, qui va m'emmener dans la meilleure équipe de basket en NBA. Ok, super. Ok, j'ai 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et mon futur, c'est hop, tu vas devenir millionnaire parce que tu es le basketteur en NBA. Super. Imaginons que je me casse le genou. Ok, qu'est-ce que je fais? Ma carrière est foutue. Donc, imaginons que ça aurait été le cas. Ben, j'aime le basket. Ben, je vais faire entraîneur ou je vais faire, je sais pas ce que je pourrais faire, assistant coach, j'en sais rien. Et donc, si jamais ce domaine me plaît, autant rester dans le domaine, pas spécialement faire lutteur. Mais en gros, prépare ton futur en ayant des compétences, plutôt qu'en misant sur un truc qui est physiquement dangereux, c'est-à-dire que c'est un sport dangereux, tu peux te blesser à n'importe quel moment et arrêter ta carrière, donc sauf si tu veux devenir catcheur demain, et là c'est une possibilité aussi, mais il faut aimer le catch. Donc moi je lâcherai pas tout, mais comme je te connais pas et je sais pas tes compétences, je sais pas si t'es vraiment génial dans ton domaine, moi je lâcherai pas pour, j'irai pas choisir ce chemin-là plutôt que l'entrepreneuriat. Par contre, je me lancerai à 100% pour toi et pour n'importe quelle personne qui est ici dans l'immobilier. N'importe qui devrait pouvoir se lancer dans l'immobilier et gagner des sous facilement. C'est le meilleur métier où tu peux gagner des milliers d'euros sans avoir aucun diplôme. Mais par contre, il faut apprendre, il faut travailler dur. Mais c'est possible. Présentez-vous des capsules sur YouTube. Non, vous possédez d'innombrables compétences. Wow. Merci, mon cher Bye. Et je vois pas de quoi tu parles quand tu parles de capsules. Moi, j'ai des vidéos entières. Chaque vidéo fait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Donc, tu peux t'amuser. Est-ce que c'est possible de vous abonner à mon compte? Oui, bien sûr. Mais juste, je le ferai juste après le live, sinon ça me coupe l'écran. Ok, bah nickel, l'année pro, BTS immobilière. Oui, bien sûr. Alors, regarde. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut faire BTS immobilier? Alors maintenant, écoute bien. Moi, je te conseille de te lancer dans l'immobilier, mon cher Maga. Donc, l'immobilier, c'est mon métier depuis 20 ans. Je regrette absolument pas une seule seconde d'avoir choisi ce chemin. C'est vrai qu'au début, c'était galère, mais toute ma carrière a été bâtie là-dessus. Je savais pas que quand je me suis lancé... d'accord, bye, Camélia. J'avais pas vu, parce que... J'avais pas vu, excuse-moi. Qu'est-ce que je voulais te dire quand je me suis lancé dans l'immobilier en tant que négociateur, je savais pas que j'allais faire carrière dedans. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'immobilier. Au départ, je voulais juste vendre des apparts et gagner de l'argent. Donc après, j'ai ouvert une agence, j'ai ouvert un réseau. Par exemple, vous pouvez aller dans un de mes podcasts, vous allez écouter une période qui a duré pendant 5 ans, la folle histoire de BIM, où j'avais un grand réseau de mandataires avec plus de 1800 personnes qui travaillaient chez moi là-bas. Allez écouter l'histoire. Aujourd'hui, je travaille essentiellement en ligne sur quasiment tout ce que je fais, que ce soit de l'immobilier ou autre. 100% des choses que je fais, c'est en ligne. Et voilà. Merci Camélia. Et donc, profession immobilière, pour répondre à la question. BTS, il y a un avantage à faire le BTS, il y en a un seul. Parce que ce que tu apprends là-bas, c'est pas de faire des ventes. D'accord? Il faut juste que tu fasses la différence là-dessus. BTS immobilier, ça va te donner la possibilité de prétendre à la carte professionnelle. Ce qui va te donner la possibilité d'ouvrir une agence immobilière. Donc, c'est faire un parcours d'études qui t'apprendra pas du tout à faire des ventes. Parce que dans le parcours BTS, c'est 80% c'est du juridique. Tout le reste, c'est un peu de compta, un peu de vente, mais pas beaucoup de vente. Et donc, c'est très probable que tu vas travailler en BTS pendant 1 an, 2 ans, enfin 2 ans minimum, et que tu saches pas vendre à la fin de tes études. Donc, faut faire gaffe. Si jamais tu veux faire le BTS immobilier, c'est parce que dans ton objectif, c'est d'ouvrir une agence immobilière, d'être agent immobilier. Mais maintenant, si tu veux travailler dans l'immobilier et apprendre le métier immobilier, tu viens dans notre école, tout simplement. Donc, le BTS a un objectif qui est de t'apprendre à avoir la carte professionnelle. Moi, je fais pas BTS, donc il faut aller dans une école qui fait BTS, qui va te donner un diplôme d'État, qui va te donner la possibilité d'avoir une carte professionnelle, parce que dans l'immobilier, tu es obligé d'avoir une carte professionnelle. Donc, le BTS, c'est un super moyen. Mais si jamais tu veux gagner de l'argent dans l'immobilier et pas être agent immobilier et pas ouvrir ton agence, viens directement dans notre école, parce que nous, ce qu'on fait là-bas, on enseigne aux gens à faire des ventes et apprendre le métier de l'immobilier. Et donc, c'est 2 choses différentes. Maintenant, est-ce que tu peux combler les deux? Bien sûr. Maintenant, qui peut le plus, peut le moins. Il faudra faire les 2 écoles, quoi qu'il arrive, quand tu fais le BTS, parce que tu sais pas vendre à la fin. Mais quoi qu'il arrive, est-ce qu'il faut se lancer dans l'immobilier? Ouais, c'est une certitude. Et Bac Pro Commerce, non, ça t'aidera pas dans l'immobilier. L'immobilier, c'est comme si je te disais un restaurant de sushi et une pizzeria. Oui, dans les 2 cas, tu fais de la cuisine, mais c'est pas du tout les mêmes recettes. Donc oui, Bac Pro Commerce, ça va t'aider dans la théorie, mais n'oublie pas que l'école, c'est bien l'école. Moi, j'ai 2 écoles. Bien sûr, il faut apprendre. Mais l'école, ça reste de la théorie. C'est-à-dire que moi, ce que je pourrais t'expliquer en formation pendant des heures et des heures, tant que tu n'es pas passé à l'action, c'est de la théorie. Donc, quand tu passes à l'action sur ce qu'on t'a dit de faire, c'est de la pratique. Et là, au final, tu as une compétence. Et donc, dans n'importe quelle direction tu vas aller, Bac Pro Commerce, je connais les programmes qu'il y a là-bas, je connais plein de gens qui sont là-bas, j'ai fait aussi des études.
Et tout ce qu'on t'apprend là-bas, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est juste trop théorique. Et il y a très peu de pratique, parce que la pratique, tu vas la faire après tes études. Dans la vraie vie, on n'a pas le temps de faire ça et ça. C'est-à-dire, dans la vraie vie, c'est pour ça que j'ai créé 2 écoles qui sont avec un concept assez génial, qui va te permettre et d'apprendre et d'être coaché tous les jours en temps réel. Parce que dans les études, si tu apprends pendant 1 an, 2 ans quelque chose, est-ce que tu crois que tu vas t'en rappeler 2 ans plus tard? La majorité du temps, non. Tu vas te rappeler de choses que tu as faites réellement. Donc, toute ta théorie, tant qu'elle n'est pas passée en pratique, ça rentre pas dans le cerveau. Et donc, il faut faire ça en même temps. Et c'est la meilleure façon de travailler. Mais voilà, le BTS, si tu veux être agent immobilier à la carte professionnelle, et t'as pas besoin de BTS, tu rentres chez IBS Formation et tu apprends le métier si tu veux apprendre à faire des ventes et gagner des sous. Voilà. La communication est importante dans ce milieu, ça me rappelle Vends-moi ce stylo. Oui, mais alors, tu sais, j'ai une belle histoire sur Vends-moi ce stylo. J'ai une belle histoire parce que j'ai 47 ans et j'ai commencé le business à l'âge de 16 ans. Et vers l'âge de 17 ans, 18 ans, je voulais déjà gagner beaucoup d'argent. Et j'ai cherché les petites annonces, comme aujourd'hui vous pouvez le faire sur TikTok, Instagram, chercher des pubs. Et je suis tombé sur des pubs de gens qui me racontaient la messe, tu viens gagner des millions avec nous, etc. Et j'ai eu un rendez-vous avec un gars comme ça, qui me vendait à l'époque, je ne connaissais pas à l'époque le concept, c'était du MLM, et il me racontait la messe. Et il me disait, regarde, viens travailler chez nous, on va t'apprendre à faire de l'affiliation, nanana, tu vas gagner des millions. Ok, super. Et une des premières questions qu'il m'a dit pour vérifier si je savais vendre, il m'a dit, vends-moi ce stylo. Et c'était la première fois que j'ai été confronté à cette question. Et c'était super marrant de le voir ça. Alors, non seulement c'était la première fois que j'étais confronté vers l'âge de 16 ans, 17 ans, mais j'ai aussi utilisé cette technique lors de mes entretiens d'embauche à des commerciaux que j'ai eu plus tard dans ma vie. Mais c'est c'est une bonne façon d'approcher le commerce. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un te pose la question en entretien d'embauche, il te dit vends-moi le stylo, et toi tu essaies de lui dire regarde, c'est un super stylo, il est tout noir, il est beau, il y a une super encre, il peut écrire pendant 4 km. Si tu racontes ça sur le stylo, tu as déjà perdu. Parce que ce que j'explique quasiment tous les jours de ma vie à n'importe quel entrepreneur et à n'importe quel agent immobilier, n'importe quelle personne que j'ai en face de moi, c'est que le principe du business, c'est de ne pas vendre le produit, c'est de donner envie à la personne de l'acheter. C'est ça le principe du business. Et donc, quand tu penses comme ça, pour pouvoir donner la possibilité à quelqu'un d'acheter ton produit, il faut que tu connaisses à l'avance ses besoins. Et donc, connaître le besoin, c'est génial. Une fois que tu connais le besoin, tu donnes la solution. Et donc, vendre le stylo, avant même de réfléchir à vendre le stylo, il faut réfléchir aux besoins de la personne. Est-ce qu'il a besoin d'un stylo? Est-ce qu'il a besoin d'un stylo? S'il en a besoin, il faut que tu trouves la raison pour laquelle il aura besoin d'un stylo. Et si t'as trouvé la bonne réponse, c'est à ce moment-là qu'il achète. Mais la technique du stylo, n'importe quoi, c'est le principe de comprendre qu'il y a d'abord on cherche le besoin et après on donne la solution. Mais par contre, c'est la seule chose intéressante qu'il y a dans ce film. Tout le reste du film, il faut faire gaffe. Ça reste un truand, le gars. Donc ne l'écoutez pas. C'est un bon arnaqueur au téléphone, mais c'est pas un bon chef d'entreprise. Hein. N'oubliez pas qu'il a purgé des années en prison. Donc il est sympathique, hein, le film est génial. J'adore ce film, je l'ai vu 25 fois, mais ça reste un truand. Il y a beaucoup de débouchés avec un bac pro commerce. Bac pro commerce ou rien du tout, c'est pour moi pareil. Et je t'explique pourquoi. Tu vas apprendre à faire du commerce, je t'apprends en 5 minutes, d'accord, tout de suite là. Et il te suffira quelques années pour comprendre tout ce qu'il faut comprendre. Et la technique, elle est simple, hein. Tu viens avec 100 euros ou avec 0 euros et tu dois chercher à gagner 100 euros. Et tu apprends à le faire. Quand tu arrives à faire avec 0 euros, 100 euros, tu es un entrepreneur. Et la seule difficulté que tu auras entre 100 euros et 1 million, c'est de faire ça plusieurs fois, avec différents produits, différents services. Mais si vous ne savez pas générer 100 euros avec 0 euros, vous n'avez aucun futur dans le commerce. Et donc, pourquoi je te dis que le bac pro commerce, ça ne sert pas à grand-chose? Parce que ce qu'on t'apprend dans ces écoles-là, d'abord, c'est du business, la majorité des écoles. Donc, ils veulent plein d'élèves. Qu'est-ce qu'on t'apprend en réalité là-dedans? On t'apprend les bases, on t'apprend des vraies bases. Mais des bases, c'est-à-dire que ce n'est pas le commerce dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on ne travaille pas avec les bases, on travaille avec des compétences évoluées, de négociation, de vente, etc. Et ce qu'on t'apprend à l'école, c'est les bases. C'est comme, pour moi, ce que je vois, école pro, BTS, c'est des trucs bien sûr, qui vont te permettre d'avancer parce que l'État, il nous a créé des règlements comme ça. Mais est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout. Hein. Quand tu apprends, pour moi, à l'école pro commerce ou apprendre l'alphabet à l'école quand tu sais pas lire, c'est kiff-kiff, Bourrico. Les bac pro commerce, c'est bien pour ceux qui n'ont jamais ouvert de boîte. Quand tu as ouvert une entreprise, c'est fini, tu as tout appris, leurs 2 ans ou 3 ans d'études en une année, parce que tu as tout appris, la comptabilité, le juridique, en une seule année de travail. Donc bien sûr, je te dis pas de te lancer comme ça, comme un fou dans ce que tu fais,
Mais le bac pro commerce, ça va te donner les bases du commerce, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire derrière? Tu vas vendre des trucs, tu vas vendre des machines des imprimantes, tu vas vendre des frigos, tu vas vendre quoi? Des jeux PS4, tu vas vendre quoi? Des sites internet, tu vends quoi? Tu vends du service. Et c'est à ce moment-là que tu commences à réfléchir entreprise et produits et prix. Mais avant ça, si jamais tu sors de bac pro, tu es juste un commercial qui va peut-être travailler chez des gens. Mais avec ça, tu n'as pas grand-chose. Tu as l'envie de faire des ventes, mais tu sais toujours pas vendre. Donc, même s'il y a des stages pendant le bac pro, je sais très bien, j'en embauche quelques-uns en qualif. Mais les qualités de ces personnes-là, elles sont pas commerciales. Il y a des gens qui vont faire des études bac pro commerce parce qu'ils n'ont pas trouvé un autre débouché, donc ils y vont, mais ils n'ont aucune compétence commerciale. Donc, la compétence commerciale, je vais te le dire franchement, ça doit être inné de base pour avoir l'envie d'être commercial, mais après tout le reste s'apprend. Dire même quelqu'un qui sait pas vendre, je peux t'apprendre à vendre parce qu'il y a des techniques et des méthodes. Maintenant, la différence entre quelqu'un qui a des méthodes et quelqu'un qui a la passion de la vente, ben ça va se résumer dans le compte en banque. Mais il y en a qui ont ça naturellement et il faut le travailler. Il y en a qui l'ont pareil, ça s'apprend. Mais quand tu es entrepreneur, tu dois apprendre à vendre. Donc encore une fois, bac pro, tu vas apprendre la théorie. La vraie vie, c'est dès que tu sors pour essayer de vendre ton premier produit. Et ça, moi, je te conseille d'apprendre ça avant. Tu vas pas l'apprendre en bac pro. En bac pro, tu effleures le sujet, tu effleures. Mais la vraie vie, elle va te donner des claques, je t'assure. Je t'assure. Tu dis, ouais, bon, on m'a appris ça à la page 14, mais ça marche pas dans la vraie vie. Allez sur IAD du concept direct, lui, il veut juste vendre des formations. Alors, n'allez pas chez IAD, du tout. Ok? Et n'écoutez pas cet abruti, là, qui pense que je suis là pour vous vendre quoi que ce soit du tout. IAD, c'est un réseau, mais c'est vraiment pas le meilleur réseau qui existe, et je conseille à personne de se lancer dans cette boîte. Ni maintenant, ni jamais. C'est une très mauvaise solution. Oui, la banque, c'est mieux. Alors, j'essaie de voir des questions. Essayez de poser des questions, les gens. 15 ans de commerce, B2B, là, j'apprends tous les jours. Oui, bien sûr. Moi, toute ma vie, j'ai fait du B2B. D'accord, je travaille quasiment jamais avec le particulier. J'embauche des gens qui travaillent avec le particulier, mais moi, je ne bosse pas avec le particulier parce qu'il n'y a pas assez d'argent là-bas. Voilà, moi, j'adore le B2B. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Un gars a une paire de chaussures de 20 balles, tu lui payes pas tout de suite, tu le vends 50. Toi, tu as compris tout le business, mon cher Maga. Tu as compris le business, c'est exactement comme ça. Tu viens de décrire le dropshipping en 2 secondes. Et tu as raison, c'est comme ça qu'on fait du business. C'est exactement comme ça. Vous voulez vraiment gagner de l'argent rapidement parce que vous êtes en galère, parce que l'autre étudiant, par exemple. Je vous donne un exemple simple. Normalement, toi, tu m'as dit tout à l'heure, il y en a un qui m'a dit que voilà, je réponds à ta question Blackview, d'accord? Parce que j'ai passé là-dessus rapidement tout à l'heure, mais je vais te le faire dans le détail. Regarde bien. Je te donne plusieurs idées, d'accord? Première idée, tu vas dans des brocantes, d'accord? Dans des brocantes, tu gères sur Internet, il y a plusieurs sites qui vont référencer tous les brocantes dans ton quartier, dans ton secteur, dans ta ville. C'est quoi les brocantes? C'est des gens qui jettent des trucs à la poubelle et au lieu de les jeter, donc ils les vendent. Je vais te dire un truc, il y a un secret dans cette planète que personne ne sait, c'est que pour chaque poubelle, il y a un couvercle. Et n'importe quel truc que tu vas pouvoir vendre, il y aura toujours un acheteur. La question, c'est quel prix et il est où le acheteur à ce moment même. Et donc, tu vas dans les brocantes et tu viens avec un peu d'argent. Tu peux commencer avec 100 euros. Prends 100 euros et tu apprends le métier avec 100 euros. Donc, tu vas sur des brocantes et tu essaies de trouver des produits que tu pourrais facilement racheter demain sur le Bon Coin. Ou sur Amazon, bien sûr. Et tu achètes des produits. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui va te vendre un petit piano. La dernière fois, j'étais dans une brocante, il y en avait une juste en bas de la maison. C'était organisé comme ça. Et d'un coup, il y a mon fils qui voulait apprendre le piano. Donc, je tombe sur un petit synthétiseur. Je l'ai acheté 30 balles en brocante. Ok. Il le vendait à 70. Je l'ai négocié à 30 balles. J'aurais peut-être pu négocier plus cher, mais je m'en foutais, c'était pour mon fils. Mais imaginons que tu prends ce petit synthé, tu l'achètes à 30 balles ou à 10 balles, 15 balles, et tu le vends à 50 balles plus tard. Tu as gagné de l'argent tout simplement. Maintenant, la difficulté, c'est de prendre les 100 euros que tu aurais dû déjà économiser, peu importe comment, et tu vas commencer à acheter de la marchandise. Donc, tu peux acheter des vélos, ça marche très bien les vélos. Tu achètes des vélos sur le Bon Coin. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Hein. En fait, je l'ai pas fait une fois, j'ai fait plusieurs fois parce qu'on m'avait volé une fois mon scooter et j'ai dû acheter un vélo. Et après, on m'a volé mon vélo, j'ai dû racheter un autre vélo. Et donc, à chaque fois, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Et après, j'en ai revendu sur le Bon Coin parce que j'en avais acheté 2 de trop. Et donc, l'idée est très simple. Hein. Tu vas des consoles PS4, tu vas avoir des vélos, tu vas avoir des trucs comme ça qui sont intéressants, des iPhones. Tu les négocies, donc tu vas devoir apprendre la compétence de la négociation. Donc, tu les négocies sur Internet. Tu les achètes avec ton propre argent et tu les remets en vente sur le Bon Coin ou sur Amazon, tout simplement. Et tu essaies de garder la marge. La marge, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente.
Tu commences avec 100 euros, tu arrives à faire 120 euros, donc tu as 20 euros supplémentaires pour acheter la marchandise. Et c'est comme ça que tu cumules de la richesse. Mais tu commences avec 100 euros. Si tu vois que ça marche, ben, prends 1000 euros et commence à investir pour 1000 euros de marchandises et tu revendras régulièrement. Il y a un truc que je donne comme conseil très souvent parce que je l'ai fait moi-même et ça a marché jusqu'au jour où ça ne marchera plus. Mais il y a longtemps de ça, je crois que c'est en 2015, j'ai eu l'idée comme ça de vendre des bouquins sur Internet. Mais je me suis dit, il fallait que j'essaye ce truc. Et j'ai commencé à demander. Alors, j'avais pas de bouquins à vendre. J'en avais quelques-uns sur mon étagère. Je les ai tous vendus. Après, je me suis dit, mais comment je vais avoir d'autres bouquins? Alors, j'ai fait un truc simple. Je suis parti demander à mes connaissances, famille, amis, potes, frères, sœurs. Est-ce que vous n'avez pas des bouquins que vous n'avez pas besoin? Certains m'ont dit oui. Je me suis retrouvé avec des sacs remplis de bouquins. Et j'ai commencé à les vendre. Et j'ai fait ça très souvent dans mon immeuble. Je tapais aux portes. La difficulté, c'est que ça me ramenait de l'argent, mais pas assez pour que je puisse en faire un business. Mais j'ai trouvé ça super marrant. Et donc, pour ceux qui ont envie de gagner un peu de sous, pour commencer à démarrer, voilà, faites comme ça. Vous allez demander des bouquins à des gens aux portes. Vous pouvez faire un don de bouquins pour une bibliothèque, pour aider les gens sur Internet. Et voilà. Et les gens vont vous donner leurs bouquins et vous les vendez sur Internet. Ça marche très bien. Tu vas gagner 20 balles, 30 balles, alors que tu n'as jamais investi de l'argent dans la marchandise. La deuxième chose, c'est les brocantes. La troisième chose, c'est, regarde, ça dépend de tes compétences. Imaginons que vous avez envie de gagner des sous maintenant. La majorité des jeunes aujourd'hui, ils savent faire un peu de montage vidéo. Vous savez un peu travailler sur les réseaux sociaux. Vous savez un peu utiliser la technologie que les vieux ne savent pas utiliser. Vendez ces services. Tu te lances en tant qu'entrepreneur et tu vas proposer, par exemple, à des gens de recréer leur site internet. Et comment tu fais ça? Ben, tu vas sur Google, tu cherches des entreprises dans ton secteur et tu vas vérifier leur site internet. S'ils en ont un, ben, tu vas regarder s'il est bon ou pas. S'il est mauvais, tu leur dis de le rechanger, de le faire une refonte. S'il est bien, s'ils n'ont pas de site internet, tu leur envoies un. Voilà, tout simplement en allant sur Google, en ayant une compétence. Tu peux faire la même chose avec du montage vidéo. Tu vas sur des chaînes YouTube, tu vois que leur chaîne YouTube c'est de la merde, tu leur dis, ouais, je te fais du montage vidéo. Etc., etc. Tu proposes des forfaits, tu travailles dur. Donc, l'idée, c'est d'avoir des compétences pour être capable de les monétiser. Je peux gagner de l'argent, moi, personnellement, maintenant. Si je sors dans la rue, là, je fais faillite, je peux regagner de l'argent dès le lendemain en faisant une des choses que je sais faire, en les vendant. Et c'est pas très compliqué. La plus grosse difficulté dans votre vie, c'est de trouver un client qui achète votre service. Et donc, si le service est très demandé, vous gagnerez de l'argent tout le temps. C'est que de la théorie, malheureusement, le commerce, c'est beaucoup de savoir-faire et savoir-être. Tu as 100% raison, 100% raison. Donc voilà, Blackview, j'espère que tu as compris la réponse et tu n'as plus qu'à te lancer maintenant. Salut Daniel, je suis entrepreneur, on a fini le dev, on a un super produit, là on attaque là. Ben, génial, et tu veux pas venir me présenter ton produit? Et comme ça on va te faire un peu de pub à la radio. Je parle à Calboard. Ça serait intéressant que tu présentes le produit. Si vous êtes un jeune entrepreneur, les amis, vous avez déjà un projet, vous avez déjà un produit, vous avez déjà un service, et vous voulez un coup de boost, je vous invite tous à prendre rendez-vous avec moi et qu'on fasse de la publicité à la radio. Alors la radio, si vous la connaissez pas encore, je vais m'énerver, parce que vous êtes très nombreux à me suivre et vous êtes pas tous connectés à la radio, mais téléchargez l'application Capitch et vous allez adorer. Merci Camélia. Et donc, allez voir là-bas. Moi, je fais plusieurs émissions là-bas. Et vous allez adorer. Et c'est tous les jours du conseil, de l'animation, de la motivation. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est vraiment la seule radio sur la planète où vous pouvez apprendre des trucs. Parce que je rediffuse des formations que je fais en temps réel avec des gens. Je diffuse du coaching que je fais en temps réel avec les gens. Et vous allez adorer. Allez écouter. Là, tu me dis, la vente mais la prospection difficile, on a du mal à décrocher des rendez-vous, des conseils. Bien sûr, j'ai des conseils sur la prospection. La question, c'est, dis-moi, qu'est-ce que tu vends? Sache que la prospection, c'est le sujet auquel je forme des milliers de personnes tous les mois, tous les ans, depuis des années. La prospection, c'est vraiment la base, c'est, je pourrais dire, la plus haute compétence que je puisse avoir, parce que je fais ça depuis 20 ans et j'enseigne à des milliers de personnes de le faire tous les jours. Mais la prospection, elle est différente pour chaque type de produit, chaque type de service, chaque type de société et chaque type de personne. Donc, raconte-moi un tout petit peu ton histoire. Qu'est-ce que tu vends exactement? Qu'est-ce que tu prospectes? Et je pourrais t'aider. Là, je vois qu'il est 20h13, donc on va pas durer longtemps. Comment tu écris Capitch? Capitch, c'est C-A-P-E-A-C-H. Cap, en anglais. Le cap, each pour chacun. Chacun son chemin. Et c'est pour ça que c'est une école pour les entrepreneurs, parce qu'on chacun a des différents chemins. Capitch, C-A-P-E-A-C-H. Capitch. Voilà. On va voir s'il y a d'autres questions. Le numérique et l'écologie sont les thèmes d'avenir. Ah oui, je suis 100% d'accord avec toi. Le numérique, c'est pas un thème d'avenir du tout, c'est un thème du présent qui va durer pendant des milliers d'années devant nous, s'il n'y a pas une guerre qui éclate, mais c'est le cas, donc on ne sait jamais. L'écologie, toujours. Maintenant, dans l'écologie, il y a plein de trucs dans l'écologie, que ce soit de la recherche, du développement ou des services ou autres.
Ça, c'est certain. Dans ces deux domaines-là, il y aura du boulot, bien sûr. Comment j'écris rapide, ok, on a répondu à cette question. Donc, les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter ce live. Hein. Je vais remettre tout le live. Vous savez, je l'ai enregistré. Ce live va revenir sur YouTube demain ou après-demain. Et vous allez pouvoir voir toutes les questions et toutes les réponses que j'ai données sur ça. Et je vais faire ça régulièrement tous les mardis soirs à 19h. C'est quoi des locaux commerciaux, en fait? Je te réponds ça tout de suite. Des locaux commerciaux, c'est quand tu te balades dans la rue, tu vois des magasins. Okay, la boutique, elle est dedans. Donc, il y a quelqu'un qui vend des fringues. Celui qui vend les fringues, ce n'est pas les propriétaires, ce n'est pas spécialement le propriétaire de la boutique. C'est le propriétaire de ce qu'on appelle un fonds de commerce. C'est-à-dire que c'est l'activité que tu vends. Le fonds de commerce, c'est à l'intérieur d'une boutique. La boutique, c'est les murs. Donc, un appartement, une maison, ce sont des murs. Si jamais j'avais une activité de restauration dans mon appartement, ça serait une activité de commerce. Et donc, il y aura deux activités. Il y aura deux choses. Il y aura le bien, donc le mur, et le fonds de commerce, c'est l'activité commerciale. Donc, c'est ça, des murs commerciaux. C'est d'acheter des boutiques, des locaux où il y aura du commerce à l'intérieur. Voilà. Et mon CF de 450 €, c'est négligeable. C'est quoi ton CF? De rien, mon cher Amaga. Merci, Super Gmax. J'ai pas compris ta question. Et mon CF de 450 €. De quoi tu parles? Explique-moi, s'il te plaît. Vous savez, quand vous me donnez des questions, je suis pas devin, c'est-à-dire je vous connais pas. Je sais pas exactement tout ce que vous faites et je connais pas votre jargon, donc ou pas tout votre jargon. Hein. Donc il faut mettre dans un contexte. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Non, je vois que j'ai tourné toutes les questions, à part les conneries. Merci Camélia pour tous tes compliments là-dessus. Voilà, alors donc il n'y a plus de questions, apparemment vous voulez qu'on aille dormir, c'est moi j'ai du sport à faire après. Et avec ces mauvais, peut-on lancer une activité qui génère de l'argent? J'ai pas compris. Pourquoi vous ne faites pas des questions claires? Et avec ces mauvais, on peut lancer une activité qui génère de l'argent? J'arrive pas à... Excusez-moi, j'arrive pas à comprendre la question. Bonsoir, j'aimerais me lancer dans le trading. Pourriez-vous me donner votre avis? Ne te lance pas dans le trading. Voilà, ça c'est mon avis. Et je t'explique pourquoi. Si tu veux te lancer dans le trading, c'est-à-dire que tu as lancé... Regardez bien. Une des raisons pour lesquelles je fais ce compte TikTok et j'essaie de vous aider, c'est parce que il y a une quantité astronomique de truands sur ce marché, sur la planète. Beaucoup de truands. Et beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, vous êtes attirés par comment devenir millionnaire. Et depuis quelques années, il y a le principe du trading, deviens trader. Moi, j'ai été trader un tout petit peu dans ma vie, mais j'ai investi toute ma vie en bourse depuis des années, depuis tout le temps. J'ai commencé très jeune. Et je vous assure un truc, les tradings que vous voyez en formation chez les abrutis là, qui vendent des formations à 2000 balles pour devenir trader, c'est de l'arnaque, c'est faux, et ça gagne jamais, et ça marche jamais. Pourquoi? Parce que le trading, quand vous le faites avec votre argent, vous gagnerez jamais d'argent. Jamais. Parce que c'est votre argent déjà. Et vous en aurez jamais assez pour utiliser l'effet de levier comme il le faut. Et vous aurez jamais, ou peut-être oui, parce que sur des milliers de personnes qui essaient le trading, il y en a sûrement un ou deux qui réussissent. Mais la majorité, vous allez perdre tout votre argent parce que le trading en tant que particulier est une arnaque. À quel moment le trading devient intéressant? C'est quand vous avez beaucoup d'argent et vous êtes capable de faire évoluer le marché, changer le marché, être au courant des choses avant tout le monde. Et donc, quand on apprend ces formations à la con, qui sont de, tiens, viens, on a étudié les bougies, on voit comment ça bouge, on fait du scalping, ces gens-là, c'est des menteurs, ils savent pas de quoi ils parlent. Le trading, c'est une question de patience, une question d'investissement dans des sociétés avec beaucoup d'argent, très peu d'argent, ça dépend ce que tu as envie de faire. Il y a aujourd'hui beaucoup de robots qui font des choses à la place des traders. Donc les traders, déjà, ça n'existe plus comme avant. Ce qu'il faut faire, par contre, si tu as envie de faire du trading, tu as envie de gagner de l'argent dans le trading, n'investis pas. Parce que ça, c'est le deuxième côté de la pièce. Si tu fais du trading avec ton propre argent, laisse tomber, oublie, ça marchera jamais. Je vais te faire économiser beaucoup d'années, beaucoup de temps, beaucoup de pleurs. Donc si jamais tu veux investir avec ton argent, ne le fais pas. Par contre, si maintenant tu as des compétences et tu penses que tu peux vendre ces compétences à d'autres personnes, du style, je vais trader avec votre argent, donc tu demandes à des gens, donne-moi 1000 €, je les trade. Donne-moi 2000 €, je les trade. Et là, tu utilises un fonds. Donc tu crées un fonds d'investissement et c'est avec ça que tu vas commencer à trader l'argent quand on aura beaucoup plus que si jamais tu vas compter sur ton argent que tu risques de perdre. Un principe de base dans l'investissement, que ce soit le trading, crypto ou immobilier, peu importe, il y a un principe de base, je vous conseille de le noter dans votre cerveau, de ne plus jamais l'enlever. On n'investit pas de l'argent qu'on ne peut pas
que si on le perd, on peut pas payer le loyer. Donc on n'investit pas l'argent dont on a besoin. Donc ça c'est la base. Le trading, c'est un jeu dangereux et c'est fait que pour les experts et les génies. Et aujourd'hui, c'est des robots qui font ça à la place des gens. Donc si tu te lances dans le trading aujourd'hui, c'est une très mauvaise idée. Il n'y a aucun avenir à ça. Juste aucun avenir. En tout cas, pas pour les particuliers. Il y a un avenir pour ceux qui fabriquent les robots. Il y a un avenir pour les banques et les financiers et ceux qui ont beaucoup d'argent. Pour le particulier, il n'y en a pas. Laisse tomber. Laisse tomber maintenant. Voilà, je viens de te donner la réponse, Ghost. Si mon local commercial génère 400 euros de cash flow net, c'est plutôt ok ou pas? Alors non, c'est pas plutôt ok. C'est pas comme ça qu'on réfléchit lorsqu'on achète un local commercial. HTK, je t'explique. Un local commercial, il y a plusieurs possibilités. D'abord, je te donne un exemple. Tu vas comprendre tout de suite, ok? Une fois, une de mes opérations, ça se passe comme ça. Je cherche des produits sur le marché, sur Internet, je marche beaucoup dans la rue pour taper aux portes, pour regarder des locaux, ce qui n'existe pas. Et je tombe une fois sur un local vide. Mais je tombe sur un rideau qui est fermé. Je cherche à savoir qui c'est, j'ai mis des semaines à savoir qui vendait ce truc-là. Je découvre le mec, et le mec, je lui dis, vous vendez? Il me dit, non, je vends pas. Pourquoi vous vendez pas? Parce que personne ne m'a jamais rien proposé. Alors je dis, ouais, je te propose 50 000 euros, qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, ok, je l'ai fait acheter à un marchand de biens. Le marchand de biens, je lui dis, achète, t'inquiète pas, on va faire des trucs avec. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? Je l'ai fait investir au marchand de biens 100 000 euros de travaux, et juste après, on a créé un bar et un restaurant. Donc le local, il a coûté 50 000 euros, les travaux coûtent à peu près 100 000 euros, et j'ai mis quelqu'un en location-gérance. Et on a fait tourner le fonds de commerce pendant 3 ans. 3 ans plus tard, on a vendu les murs à 300-400 000 euros et on a vendu le fonds de commerce à 300-400 000 euros. L'argent est tombé dans la poche de l'investisseur au départ. Moi, j'ai pris ma commission. On était tous très heureux. Donc, non, c'est pas une question de combien ça va te ramener tous les mois un local commercial. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir opportunité. Local commercial, c'est d'abord, si jamais c'est un bon local commercial, c'est pas le loyer que tu vas en tirer maintenant. C'est le loyer que tu vas tirer tous les mois, tout le temps, toute la vie, toute la vie du bien. Donc, il faut pas regarder maintenant combien tu gagnes, il faut regarder qu'est-ce que tu es capable de gagner dans le futur. Donc, il faut réfléchir à quel commerce tu vas pouvoir mettre dedans. Peut-être qu'il faut réfléchir à créer le commerce toi-même pour gagner x10 ou x100 la somme que tu as mis au départ. Parce que l'histoire que je viens de te raconter, j'ai basé toute une méthode de travail autour de ça pour pouvoir m'enrichir. Parce que c'est ça le principe, c'est de prendre des affaires toutes pourries ou inexistantes, d'en créer quelque chose. Donc oui, tu peux acheter un bien immobilier, tu vas te faire un petit renta et c'est sympathique. Mais ça, c'est encore une fois, c'est manger petit, gagner petit. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités autour d'un local commercial. Et surtout, il faut savoir si le local commercial, il n'aura jamais de carence locative. Ce qui est le plus gros problème d'un local commercial. Aujourd'hui, tu te balades dans la ville, il y a énormément de biens immobiliers qui sont vides, biens de locaux commerciaux sont vides, où tu vois à vendre, cession de bail, etc. Et ça, c'est parce que les locaux commerciaux sont pas très bien placés. Et donc, quand c'est bien placé, tu as moins peur. Quand tu es dans des grandes villes, tu as encore moins peur. Donc, tu auras moins de renta là-bas. Et comme tu auras moins de renta, il faut pas réfléchir renta. Donc, il faut réfléchir au potentiel de la boutique. Donc, quel fonds de commerce tu peux créer dedans? Comment tu peux le gagner? Le pas de porte que tu vas mettre. Il y a énormément de facteurs qui vont te faire gagner plus d'argent. Et donc, non, le cash flow, c'est pas spécialement intéressant quand on est capable potentiellement de faire autre chose derrière. Donc, quand tu es un entrepreneur ou un investisseur, il faut réfléchir toujours aux opportunités possibles et pas juste à ce que tu regardes sur le papier. Alors, pour la prospection constitutive dev de site web, c'est très facile. Le site web, je te donne 2 méthodes qui me fonctionnent très bien. Sache que pendant des années, j'ai vendu des sites web et jusqu'à aujourd'hui, j'en vends des sites web. Et on les crée nous-mêmes. Donc d'ailleurs, si tu as envie de chercher du travail et tu développes des sites web, viens prendre rendez-vous avec moi et je te prendrai en tant que créateur de site web, en tant que freelance. Donc je suis sérieux, il suffit juste que tu montres ce que tu sais faire et je te vendrai tes prestations parce que c'est ce que je fais déjà avec plein de mes clients. Donc voilà, création de site web, c'est très simple. Comme n'importe quel domaine, il faut que tu recherches les gens qui ont besoin de toi. Aussi simple que ça. La prospection, c'est d'abord chercher les gens qui ont besoin de toi. Donc, tu as 2 types de prospection. Tu as la prospection sortante et la prospection entrante. Okay, donc, la prospection sortante, c'est celle que tu vas faire pour démarcher les gens. Donc, tu vas les appeler au téléphone, tu vas les démarcher sur les réseaux sociaux, travailler sur LinkedIn, etc. Là, tu vas les démarcher. Maintenant, pour vendre du site web, c'est très simple. Tu peux pas vendre un site web à quelqu'un qui a déjà un site web. C'est clair normalement dans ta tête, n'est-ce pas? Mais par contre, à quelqu'un qui a déjà un site web, tu peux lui vendre autre chose. Tu peux lui vendre des modules d'automatisation. Tu peux lui vendre un outil de mailing automatisé pour ajouter une newsletter. Tu peux vendre des modules de paiement en ligne. Tu peux vendre plein de trucs. Donc, tu peux travailler sur son site. Même s'il a déjà un site, tu lui vends des modules supplémentaires. Donc, moi, j'appelle ça une amélioration de votre site. Et je vends ça comme service. Tu peux lui dire, il faut faire une refonte. Donc, tu fais la refonte plus les améliorations. Et tu lui vends ça comme service. Et donc, tu appelles les gens en cherchant un site internet.
Comment tu fais pour avoir le site internet des gens? C'est très simple. Tu vas sur Google, tu cherches coiffeur et tu vas tomber sur tous les sites internet des coiffeurs, etc., etc. Tu cherches les domaines et tu vas tomber sur leur page Google où il y aura marqué avis ou site internet. Tu cliques sur site internet, tu regardes. Si le site internet est pourri, moi je te conseille de faire comme ça. Regarde bien une technique qui marche pour moi très très bien, qui fonctionne à merveille. Tu vas sur le site internet et t'en fais une petite vidéo de tuto, d'accord, que tu vas utiliser par exemple Zoom. Tu peux utiliser Zoom, tu sais le logiciel Zoom pour faire des webinaires ou des réunions. Tu prends cet outil-là, c'est gratuit, et tu t'enregistres en train de critiquer le site internet en question. Donc tu fais une petite vidéo qui va durer 5 minutes et tu dis bonjour monsieur, je suis tombé sur votre site internet que j'ai vu sur les pages jaunes ou sur Google ou je sais pas quoi. Et voilà, je suis créateur de site internet et juste avant de vous proposer mes services, voici ce que je pense qu'il faut absolument améliorer sur votre site. Et maintenant, pas tout le monde sait le faire. Donc voilà, si vous avez besoin de plus de conseils, rappelez-moi. Et là, tu fais le tour du site internet et tu critiques. Voilà, ça c'est pas un bon emplacement, il manque un onglet, vous pourrez rajouter ci, vous pourrez rajouter ça. Et tu lui envoies la vidéo dans un lien privé qu'il n'y a que lui qui pourra voir. Et en parallèle, tu vas lui envoyer un mail avec le lien vers la vidéo et avec le prix de tes prestations. Et tu lui vends tout de suite ton service. Tu dis, ça coûte 900 € pour que je vous fasse tout ça. Et le tout ça, c'est la liste ou la vidéo, une autre vidéo que tu auras déjà faite, où tu présentes les différents sites internet que tu fais. Voilà, aussi simple que ça. Tu démarches les gens qui ont un problème et tu réfléchis à la proposition avant de les appeler. Tu fais une petite vidéo de démo et les gens, ils vont dire, il critique bien, il a donné des bons conseils, je préfère aller travailler avec lui. Si tu leur proposes tout de suite un bon prix, tout de suite ils vont t'acheter. Tu fais un bouton paiement en ligne, ils te commandent, ils te réservent sur ton agenda un rendez-vous. Par exemple, moi je te conseille de faire ça. Tu envoies des mails à des gens, on leur fait une petite vidéo et derrière tu leur envoies un lien vers ton agenda Calendly. Si tu ne sais pas ce que c'est Calendly, c'est un logiciel, une application que tu peux utiliser gratuitement qui permet aux gens de prendre rendez-vous avec toi, exactement comme moi je le fais quand je te dis par exemple va sur le lien de ma bio et clique sur le lien vers mon agenda, tu prends rendez-vous avec moi. C'est le même outil dont je te parle et c'est grâce à ça que je fais des rendez-vous avec des gens tous les jours. Donc voilà, pour prospecter, tu commences par ça, par les gens qui ont un site pour les améliorer. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Facile de rajouter un bouton, facile de rajouter un blog, facile de rajouter des conneries, des vidéos sur des sites qui sont un tout petit peu vieux. Maintenant, quand tu vas faire les recherches sur Google coiffeur, par exemple, tu vas tomber sur plein de coiffeurs qui n'ont pas de site internet ou qui ont un site vraiment de merde. Tu n'as plus qu'à leur faire une proposition de base. Viens avec une proposition pas chère, un truc à 200 balles, 300 balles, 900 balles, et tu vas vendre ça régulièrement. Si tu vends un truc à 1000 €, tu en fais 2 par mois, tu as gagné 2000. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas très compliqué. Maintenant, il faudra prendre d'abord le temps à aller rechercher les informations et aller démarcher les gens. Il faut passer des appels. Maintenant, si tu ne sais pas appeler, si tu veux apprendre à prospecter, tu viens dans mes formations. Je fais des formations de prospection tous les jours. Non, et tu n'as pas besoin d'apprendre à coder pour faire des sites internet et pour les vendre. Non, j'ai fait une formation déjà. Encore une fois, dans notre école, vous allez sur capitch.fr, vous inscrivez, toutes ces formations, ils sont dedans. Je vais vous apprendre à faire des sites internet pour votre entreprise. Et avec cette compétence, tu es capable de revendre le même site internet. Sachez qu'il y a site internet et site internet. Il y a des gens qui veulent acheter des sites vitrines sans spécialement avoir des trucs fonctionnels super puissants. Ils sont prêts à payer 1000 balles pour ce genre de conneries. Ça ne veut pas dire que ça va être efficace pour eux, mais c'est ce qu'ils veulent, donc il faut leur vendre. Après, il y a des gens qui veulent des choses super ultra compliquées. Oui, il faut savoir coder. Donc quand tu ne sais pas coder, tu vends des choses simples. C'est pas compliqué. Si je respire, mais entre deux phrases, sachez que j'étais chanteur pendant une époque et j'ai appris à respirer, donc j'arrive à parler pendant très longtemps, être sur scène pendant très longtemps sans avoir besoin spécialement de vous montrer que je suis essoufflé. Alors génial, super Gmax. Fais un truc simple, on va sur le lien sur ma bio, il y a la possibilité de prendre rendez-vous avec moi et tu prends rendez-vous avec moi et on en discute et on fait ce que tu veux, c'est cool ta proposition. J'adore intervenir dans les écoles, si c'est ça ton projet, pour motiver les gens, avec plaisir. En cybersécurité, si jamais j'en ai... Ah, cybersécurité, excuse-moi, j'ai mal lu. Je croyais que c'était un nouveau concept, ça, cybersécurité. En cybersécurité, si jamais on a pas mal de talent, du coup, pour voir... Alors d'abord, cybersécurité, sache que c'est... Encore une fois, c'est comme Internet. Est-ce que c'est l'avenir? Non, c'est déjà le passé. Internet, cybersécurité, ça existe depuis 20 ans maintenant. Donc, la cybersécurité, c'est le problème numéro 1 de la planète. Donc, moi, quelqu'un qui est expert en cybersécurité, tu as plein de boulot, tu as plein de jobs. Tu peux être consultant, tu peux être producteur, tu peux être hacker pour des sociétés pour vérifier leur système. Enfin, tu as tellement de jobs là-dedans. Tu peux vendre des formations matin, midi et soir sur le sujet. C'est un sujet très demandé. Je vois pas... Tu n'auras pas de problème dans la vie, toi. Tu n'auras jamais de problème. Hey les amis, il est 20h. Merci pour avoir envoyé des j'aime. Je sais pas à quoi ça sert, mais à part me dire que vous aimez ce que je fais, donc c'est cool. Alors continuez à le faire, ça me fait plaisir. Alors pour ceux je vois qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont plein de projets, etc.
Ceux qui ont un vrai projet, n'hésitez pas à me poser des questions sur TikTok. Ceux qui ont envie de se lancer ou ont un projet, venez me voir prenez un rendez-vous avec moi et on fera une vision ensemble et on fera une vidéo ensemble et je vous aiderai et je vous coacherai autant que je pourrai pendant 1 heure. Et après, sachez que vous pouvez tous aller sur le site internet capitch.fr. Le lien est dans ma bio aussi. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller sur le groupe Capitch, l'école pour apprendre à entreprendre, sur Facebook. Il y a plein de choses que vous pouvez faire autour de ce que je fais, ça va vous aider. Une des choses que je vous conseille de faire sérieusement, c'est de télécharger l'application Capitch, C-A-P-E-A-C-H, et écouter la radio. Je donne plein de trucs là-bas. Et voilà. Je te laisse. Moi, mon domaine, c'est la pédagogie. Je conçois des ingénieries pédas. Mais c'est génial, ça. Est-ce que tu es dans la ludification? Est-ce que tu pourrais m'aider autour du sujet de la ludification? Je pense que tu sais de quoi je parle. Alors, les devs en freelance, moi, personnellement, je paye jamais en TJM. Je paye au forfait. Ça, c'est moi. C'est ma façon de travailler. Donc, quand je travaille avec beaucoup de développeurs web, de différents à chaque fois, hein. Tu vas sur codeur.com et tu trouves les devs que tu as besoin selon la compétence que tu as besoin. C'est assez facile. Donc, dans les formations, on pourrait travailler en TJM. Dans les projets web, je travaille en forfait. C'est en général comme ça que je fonctionne. Même, par exemple, quand j'embauche des freelances, la dernière fois, j'ai fait une annonce sur des monteurs vidéo. J'en ai recruté 2, là. On va les mettre en place prochainement. Quand c'est du montage vidéo, tu peux quantifier, tu peux vérifier. Donc, forfait, c'est pas mal. Mais TJM, à des gens qui sont pas à côté de moi, quand on travaille avec un freelance TJM et tu sais pas ce qu'il fait exactement, moi, je paye pas en TJM. Donc, je préfère payer un freelance en TJM quand il est en face de moi, devant son ordinateur, à côté de mon bureau. Et là, je lui donne un montant, mais je préfère forfait. Donc, ça, c'est le projet global, c'est 10 000 balles, je te donne une avance et tu bosses. Et à la fin, je te paye tout le reste. C'est comme ça qu'il faut faire. Si je veux faire un BTS professionnel, je pourrais être agent immobilier après? Oui, sur le principe. C'est ça l'avantage du BTS. Alors, tu n'es pas agent immobilier direct, tu as la possibilité de demander la carte. Et donc, ça, c'est la possibilité de demander la carte, c'est la chose la plus importante. Hein. C'est-à-dire que tu as le diplôme pour demander la carte. Et tu auras la carte. Sauf avoir la carte, ça coûte de l'argent. Donc, avoir la carte et ouvrir une agence immobilière, ça coûte des sous. Donc, entre le moment où tu as la carte et le jour où tu ouvres ton agence, c'est une question d'argent. C'est pas une question de si tu peux ou pas. Parce qu'avec le BTS, tu pourras. C'est pour ça que je fais vraiment la différence entre chercher à faire un BTS pour avoir la carte professionnelle ou chercher à faire un BTS pour faire des ventes. Si c'est pour faire des ventes, le BTS ne servira à rien du tout, vous serez que dalle. Par contre, vous aurez la carte professionnelle. Par contre, si vous rentrez dans notre école, vous n'aurez pas la carte professionnelle, mais vous saurez faire des ventes. Voilà. Chacun un avantage, chacun son inconvénient. Un TGM, ça dépend sur quel sujet, c'est varié. Hein. Il y a des gens qui peuvent être payés à 50 euros par jour et d'autres à 200 ou à 800 ou à 1500, ça dépend du sujet, vraiment. Hein. Mais toi, tu me poses la question en tant que freelance, combien tu devrais facturer, c'est ça ta question? Alors, si c'est ça ta question, ma réponse, c'est pas ça. Hein. Mais essaie de reformuler ta question. C'est-à-dire, est-ce que avoir des parents garants propriétaires d'un patrimoine immobilier d'1 million d'euros aide? C'est quoi cette question? Bien sûr que ça aide. C'est 1 million d'euros, mon cher ami, t'es au top du monde. Va t'amuser avec l'argent de papa. Va t'amuser. Va jouer au Monopoly. Bien sûr que c'est bien. Oui, j'évoque le ludique, oui. Oui, c'est ça. Moi, j'essaye de faire beaucoup d'apprentissage par le jeu. J'ai même inventé un jeu autour de la négociation pour justement enseigner des choses autour de la ludification. Et je cherche par contre quelqu'un qui va m'aider à développer différents projets autour de ça, autour de la formation, tel que je pratique déjà, mais autour de la ludification pour transformer un peu la façon d'enseigner. Donc si jamais tu es dans le domaine, vas-y. Alors d'après toi, le viager, est-ce que c'est intéressant? C'est ultra intéressant, surtout que j'ai une agence immobilière dans le viager. J'ai une société qui s'appelle Expert Viager. Je suis associé avec un ami à moi qui s'appelle Guillaume Attala, qui est un expert en viager. On est associés ensemble. Le viager, c'est quelque chose qu'on vend régulièrement, tous les jours, toutes les semaines. Et c'est ultra intéressant. Maintenant, pose-moi la question pourquoi c'est intéressant, je te le dirai. Mais c'est ultra intéressant. Non, je répondrai à un mec qui a demandé c'est quoi un TGM. D'accord, ok. Excusez-moi, je suis en pleine reconvalescence. Est-ce que vous pourriez me renseigner plus sur la négociation et digitalisation de la relation client? C'est la base de mon métier, bien sûr que je peux t'en dire plus, mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Pour moi, la base d'un business, c'est de savoir générer des clients.
La deuxième base d'un business, c'est d'avoir les outils pour les canaliser, les utiliser, les optimiser, les relancer, les travailler. On appelle ça un CRM. Donc d'abord, digitaliser, pour moi, ça veut plus rien dire. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a 20 ans de ça, digitaliser, c'était un énorme mot où on va se digitaliser. Aujourd'hui, tout est digital. Donc se digitaliser, c'est tout à fait normal chez moi. Maintenant, de la digitalisation client, qu'est-ce que tu as veut dire par là? Est-ce que tu parles d'un CRM? Comment tu vas faire pour gérer tout ça? Donc, ça sera un CRM ou un ERP que tu vas devoir utiliser. J'ai plein d'outils à te donner, à te citer. Si tu dis comment tu fais pour vendre des produits en ligne, ça c'est une autre question. Donc, essayez de me préciser un peu vos questions. Ça m'aidera beaucoup à vous donner des réponses précises. Le problème est que mes parents ont créé un patrimoine sur du long terme. Je voudrais vivre de rente. Mais ça, c'est le rêve de tout le monde, Jérémy. Tout le monde veut vivre d'une rente. Et pour ça, il faut avoir de l'argent. Maintenant, si tu as tes parents qui ont un capital, disons un patrimoine d'1 million d'euros, je t'assure que ça va énormément t'aider s'ils sont capables d'accepter d'être garant pour toi ou d'hypothéquer certains biens pour te permettre de débloquer des crédits. Si jamais ils te donnent cette possibilité-là, mais t'es au top du monde, mon cher ami, parce que la façon d'investir dans l'immobilier, c'est d'avoir des crédits avec les banques. Et donc, pour ça, il faut présenter un beau dossier. Et ton dossier, c'est 1 million d'euros. T'as un beau dossier. Peu importe où tu vas aller. 1 million, c'est énorme. Donc, en viager, tu as quel pourcentage de perdants, dans le sens où la personne reste en vie très longtemps? Il y a 0% de chance de perdre dans le viager. 0%. Quand t'achètes, tu sais, le pire, c'est que j'ai découvert ça en m'associant avec un ami qui s'appelle Guillaume, encore une fois, qui lui est un expert, mais c'est la question que tout le monde pose sur le viager. Maintenant, dans l'immobilier, ça fait 20 ans que j'y suis, je connais le viager depuis très longtemps, mais moi, personnellement, j'en ai pas vendu, je me suis associé avec un mec qui fait que ça, c'est son métier, c'est un champion du monde. Donc, si vous voulez parler de viager, je ferai un live avec lui spécialement pour parler de viager. On en fait quasiment toutes les semaines à la radio, vous pouvez l'écouter. Mais le principe du viager, pourquoi je te dis qu'on perd jamais? Parce que quand tu achètes le bien en viager, déjà, tu l'achètes à un prix tellement bas que même si la personne ne décède pas, tu gagneras toujours de l'argent. Et la façon dont on achète un bien viager, c'est après avoir fait une étude viagère. C'est-à-dire qu'on va prendre le bien et on va mettre énormément de paramètres à l'intérieur, y compris l'espérance de vie des vendeurs, et on va mettre tout ça calé au projet de l'investisseur. Et donc, on achète à un prix où, quoi qu'il arrive, tu perdras jamais d'argent, même si la personne elle reste 20 ans de plus en vie. Mais comme ça arrive très rarement, ça, parce que la façon dont on fait une étude viagère est basée sur des statistiques et des probabilités qui sont les mêmes quand on utilise en assurance et en assurance vie. Donc, la façon de travailler là-dessus, c'est zéro risque. Ce qui peut arriver, c'est que tu gagnes pas d'argent sur un viager parce que justement, la personne, elle est restée trop longtemps et donc tu n'as pas gagné de sous. Mais est-ce que tu peux perdre de l'argent? Non, tu ne perds pas d'argent en viager. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que c'est un calcul mathématique simple, et ce calcul mathématique, alors qui est simple pour ceux qui font du viager, et grâce à ce calcul mathématique, on est capable de faire énormément de choses. Et on est capable de prendre moins de risques. Je continue à lire les questions. Est-ce que vous pourriez me renseigner sur la négociation? J'en ai parlé, mais approfondissez vos questions. Pour moi, elles sont trop floues. Le problème est que mes parents en ont, ok? C'est l'avenir en ce qui concerne l'information c'est l'avenir en ce qui concerne l'information, l'éducation nationale. Ouais, je suis d'accord. La nidification, c'est vraiment un projet dans ma tête. Hein. J'ai vraiment plein d'idées là-dessus. Ok, super, ça peut m'aider au niveau des banques. Il vaut mieux que je fasse un SCI avec eux. Non, SCI, c'est encore un autre sujet. Un SCI, c'est trouver des associés, d'accord? Donc, si tu as envie d'être associé avec tes parents, bah super. Mais je pense qu'eux, ils vont exiger ça, parce que peut-être qu'ils ne te font pas confiance. Je ne sais pas quel âge tu as. Et si jamais ce soit eux les garants, ils vont demander absolument à faire partie du projet. Moi, je ne donnerai pas être garant pour un bien à l'achat sans avoir des parts du bien. Hein. En termes d'entrepreneuriat, c'est grave de être garant gratuitement sans rien en échange. Donc tes parents, s'ils te donnent la garantie et que toi tu vas chercher des produits à acheter, donc bien sûr tu auras la surface en termes financiers pour acheter, mais grâce à eux. Donc je suis quasiment certain que si tu veux ouvrir une SCI avec eux, et eux ils vont te l'imposer. C'est-à-dire, je pense qu'eux ils vont te l'imposer avant même d'être garant. Donc oui, je pense que c'est inévitable. Si je conseille à investir 10 000 euros dans quoi? Dans des études, mon cher ami. 10 000 euros, c'est pas grand-chose. Sauf si tu gagnes 10 000 euros tous les mois. 10 000 euros, c'est pas grand-chose. Mais avec 10 000 euros, tu peux faire énormément de choses. Je te donne un exemple simple. Hein, qui c'est qui m'a posé la question? Il a fait un raccourci. Palestine, ou Palestine. Je pense que c'est ça qu'il a voulu écrire. Mais en gros, regarde bien. Avec 10 000 euros, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on veut investir dans l'immobilier, par exemple?
peux acheter un parking quelque part très éloigné, là où il ne va pas se louer. Mais avec 10 000 euros, c'est pas mal. Un parking, ça se vend entre 15 et 20 000 euros bien placé, d'accord? Donc, mais 10 000 euros, c'est pas grand-chose. Mais 10 000 euros, ça peut être un apport. Ça peut être un apport pour un bien à 50 000 euros, à 100 000 euros, dans n'importe quelle ville. Donc, les 10 000 euros, si tu dois les investir, c'est en tant qu'apport, pas en tant qu'investissement complet. J'ai 10 000 euros à mettre, je vais les mettre. Donc, tu prends un bien que tu peux financer grâce à ton salaire, avec tes petits revenus, si tu as des petits revenus, et tu vas dire à la banque, voilà, j'ai 10 000 euros à mettre dedans, et ils vont te prêter de l'argent. Ils vont te prêter, et ça sera ton premier investissement. Mais avec un investissement, on ne devient pas millionnaire, on ne devient pas riche et on ne gagne pas sa vie. Il faut bien comprendre que l'investissement immobilier, c'est quelque chose qu'on fait à côté. C'est pas quelque chose qu'on fait comme métier. Ça, c'est quelque chose que très peu de personnes comprennent et tout le monde va courir après être rentier en immobilier. Mathématiquement parlant, vous ne pouvez pas être rentier en immobilier avant l'âge de 40 ans, 50 ans. Mathématiquement parlant, sauf si vous tombez très riche comme l'autre là, qui a des parents qui ont 1 million de patrimoine. T'as 1 million de patrimoine, t'es déjà riche, mon gars, parce que tu pourras faire que jouer au Monopoly en achetant des biens avec des crédits à la banque. Toi, t'es sur le bon chemin, tu vois, ta vie, elle est toute faite, hein, si tu gères bien ton argent. Mais d'une manière générale, les gens, pour investir dans l'immobilier, doivent avoir un salaire tous les mois pour aller emprunter. Et donc, si tu n'as pas un salaire tous les mois, tu ne peux pas emprunter. Si tu ne peux pas emprunter, tu ne peux pas devenir rentier parce que tu ne pourras pas acheter de biens immobiliers. Donc, la seule manière d'investir dans l'immobilier en France, enfin, c'est pas la seule, il y a deux manières d'investir dans l'immobilier en France. Un, tu es salarié, tu as un CDI. Deux, tu as du cash et tu achètes avec ton cash. Donc, quand tu as un CDI, ben, les 10 000 euros ils vont te servir comme apport. Maintenant, pourquoi je te dis que dans tous les cas, les 10 000 euros, je ne sais pas quel âge tu as. Si maintenant tu as 40 ans, c'est pas la même réponse que si tu as 20 ans. Mais si tu es dans les 20 ans, tu vois, je sais pas, tu as entre 15 et 30 ans, les 10 000 euros, tu choisis les bons bouquins, les bonnes formations, les bonnes écoles, et tu investis tout ton fric dans ton cerveau. Dans ton cerveau. C'est là-bas que tu dois investir de l'argent. Parce que tout ce que tu as appris aujourd'hui pour 10 000 balles, ça va te ramener 100 000 balles, 200 000 balles, 1 million d'euros demain. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. La seule chose que tu dois faire grossir dans ta vie, c'est ton cerveau et tes compétences. Tu sais développer ça, tu pourras gagner autant d'argent que tu voudras. Je te donne un exemple simple. Hein. Imaginons que tu ne sais pas faire de l'argent aujourd'hui. Tu as investi 2 000, 3 000 euros dans une formation sur le montage vidéo. Tu es monteur vidéo, tu vas gagner 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Juste en investissant 3 000 balles. Parce que les monteurs vidéo sont très demandés aujourd'hui sur le net. Aujourd'hui, tu fais du développement web, tu vas gagner 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois. Juste en faisant une formation à 2 000, 3 000 balles. L'investissement en soi, pour moi, c'est l'investissement le plus important. À quel moment tu vas prendre 10 000 euros, tu vas investir dans des biens immobiliers quand tu as déjà investi dedans? Pour pouvoir investir, il faut avoir un cerveau et des compétences. Donc, si jamais tu investis avant d'avoir des compétences, tu vas faire des erreurs. La preuve, tu me poses des questions. Donc, ça ne me dérange pas que tu me poses des questions. Sauf quand tu vas commencer à vivre ta vie d'entrepreneur et tu vas commencer à ouvrir des bouquins, cette question-là, tu n'auras pas besoin de me la poser. Qu'est-ce que je fais avec 10 000? Et donc, moi, je fais partie des gens qui vont t'enseigner des choses, mais tu dois passer ton temps à faire ça. Donc là, aujourd'hui, tu es sur TikTok, c'est du gratuit. Demain, je vais te répondre sur TikTok, ce sera gratuit. Un de ces jours, tu vas en formation, ce sera payant. Mais quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu achètes de la connaissance par les bonnes personnes, tu accumules du savoir et tu vas augmenter tes compétences et donc ta valeur sur le marché plus tard dans le futur. Donc, 10 000 euros, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est pas grand-chose et je vois pas du tout la possibilité d'investir 10 000 euros qui vont te ramener quoi que ce soit d'intéressant, plus que passer des jours et des semaines à étudier des choses qui vont t'enseigner des compétences nouvelles. Alors moi, c'est vraiment là-dessus que j'insiste, sur apprendre des compétences, pas apprendre de la théorie, apprendre des compétences. C'est-à-dire que tout ce que tu dois acheter comme formation ou comme chose, ça va être quelque chose qui va te dire, tu achètes ça, tu sais faire ça maintenant. Ça s'appelle une compétence. Et développe des compétences. Aujourd'hui, il y a énormément de compétences à développer qui sont en très grand manque sur le marché. Et développez-les, vous gagnez des sous. Donc, avant de réfléchir où tu mets les 10 000, et si tu n'as que 10 000, mets-les dans des très bonnes formations, excellentes formations. Et c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Après, le reste, si tu veux me dire, Daniel, je ne sais pas où mettre les 10 000 euros, moi je te donne les mois où je vais te dire exactement où ils vont aller les produits, et tu investiras, mais tu n'auras rien appris avec ces 10 000 euros, tu n'auras rien appris. Si jamais tu demandes à moi, par exemple, où acheter un produit, ben c'est simple, tu t'inscris dans ma mailing list et je t'envoie les bonnes affaires et tu achètes. Mais à ce moment-là, est-ce que tu auras appris les bonnes choses? Non, tu n'auras pas appris, parce qu'à chaque fois, tu vas devoir demander conseil à des gens. Moi, dans ma vie de tous les jours, je demande conseil à personne, à part avec mon associé, sur des décisions qu'on doit prendre sur la boîte. Mais j'ai pas besoin de ses conseils, parce que je sais déjà faire les choses et il sait faire déjà les choses. Donc après, on fait du business ensemble. Mais à un moment donné, dans ta vie, quand tu es professionnel, quand tu as appris des choses, tu n'as plus besoin de poser des questions. Tu fais ton travail parce que tu le maîtrises. Crédit super prédateur. Quel budget de base pour faire un achat viager? Avec 100 000 balles, c'est pas mal, hein. Mais il y a des viagers pas chers à 50 000 ou à 25 000 euros aussi. Mais attention, il faut connaître le viager.
Donc, si vous voulez, on fait un live la semaine prochaine ou un autre jour, hein, si vous êtes nombreux à vouloir faire du viager. Donc, je vais vous faire un live spécialement pour ça. Donc, comme ça intéressera plein de monde. Allez, je te dis à mardi prochain. So, see you soon. On sait, see you soon too. Merci pour l'échange fructueux. Merci à vous tous. Le CF correspond à un compte personnel de formation. Ah, tu veux dire CPF, mon ami, pas CF. C'est CPF. CPF, je connais. Donc, oui, toutes nos formations sont sous le format CPF. Donc, vous pouvez faire financer par l'État. Donc, c'était CPF. Qu'est-ce que tu dis d'un gros investissement sur l'immobilier du genre un immeuble? Ben, c'est très bien les immeubles, c'est les meilleurs investissements qui existent dans l'immobilier. C'est bien sûr, c'est les top les immeubles. Mais il faut avoir de l'argent. Alors il faut avoir de l'argent pour acheter déjà. Il faut que la banque elle te suive, mais il faut que tu aies assez d'argent pour subvenir aux problèmes qui puissent exister pendant l'année avec l'immeuble. Un immeuble, c'est des problèmes de plomberie, c'est des problèmes de locataires, c'est des problèmes de syndic, enfin des problèmes. Donc bien sûr, c'est génial d'investir dans un immeuble, mais c'est pas fait pour tout le monde. De l'autre côté, tu peux acheter des immeubles un peu partout en France à des prix dérisoires. N'oubliez pas que la France, c'est pas que Paris. Tu as des endroits où tu peux acheter un immeuble avec 4-5 lots à l'intérieur pour 100 000 balles. Mais les immeubles, c'est très bien parce que c'est toi qui décides de ce qui va se passer à l'intérieur. Et c'est toi qui vas créer ou non la copropriété. Donc, oui, c'est très bien d'acheter des immeubles, c'est de très bons investissements. Mais tu n'es pas obligé de chercher des immeubles tout de suite à 15 millions d'euros. Tu peux commencer très petit. Alors, c'est totalement faux, et je vais finir avec ça. Eli, tu dis que le viager, c'est le seul truc où tu souhaites la mort des gens. C'est totalement faux. Et alors, ça me gêne absolument pas de répondre à cette question, même si c'est faux, parce que c'est une question qui nous revient tous les jours. L'état d'esprit de tout le monde, c'est qu'on pense que le viager, c'est investir sur la mort des gens ou le décès des gens. C'est pas vrai du tout. D'abord, il y a deux personnes dans un achat et dans une vente d'un viager. Tu as celui qui vend et tu as celui qui achète. Celui qui achète, c'est l'investisseur. Lui, bien sûr, il veut acheter le moins cher possible. C'est normal. Mais le principe du viager, c'est que la personne qui vend, qui sont en général des personnes âgées, qui ont en général au minimum 70 ans, donc le profil des personnes qui vendent en viager, c'est très important de le comprendre. Ces personnes-là, à 70 ans, ils n'ont pas de travail. Ils ont les seuls revenus qu'ils ont, c'est de la retraite, ou des fois des aides de l'État, parce qu'ils sont malades, fatigués, etc. Des fois, les biens dans lesquels ils habitent, c'est des biens qu'ils ont reçus par héritage, et qui n'ont aucune autre source de revenus. La majorité des gens qui vont vendre en viager, ce sont des gens qui ont des problèmes, des soucis, où ils n'ont plus de famille, et ils n'ont plus de travail, ils n'ont qu'une possibilité de déménager de là où ils sont. Donc comme ils ne peuvent pas déménager et chercher mieux, ils ne peuvent pas vendre non plus. Mais ils n'ont pas besoin de cet appartement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, je vais en viager. Donc le viager, c'est quoi? C'est que la personne qui achète, elle paye une certaine somme au départ, on appelle ça le bouquet, et après elle va payer tous les mois quelque chose qu'on appelle une rente, un montant. Maintenant, la personne qui vend, elle s'en fout quand est-ce qu'elle va mourir, parce qu'elle va mourir comme absolument tout le monde. C'est pas important pour elle. Ce qui est important pour la personne qui vend, c'est que tous les mois, elle va toucher de l'argent pour le restant de sa vie jusqu'à qu'elle décède. Donc la personne qui vend, c'est un atout énorme, le viager. N'importe quelle personne de 70 ans, elle doit réfléchir avant de viager parce que c'est une énorme sécurité pour la vie d'avoir un toit sur la tête jusqu'à qu'on décède. Donc la personne qui vend, elle voit le viager d'une autre manière. La personne qui achète, elle va acheter un bien pas cher au départ, elle va espérer que la personne respecte la table des assurances vie. Mais elle s'en fout, la personne qui achète. Pourquoi? Parce que la personne qui achète, elle va faire deux choses. Un, elle va acheter pour investir, et elle va acheter un bien immobilier qui, quoi qu'il arrive, gagnera de l'argent, parce que sur le viager, comme je l'ai dit, il y a quasiment zéro risque. Mais de l'autre côté, elle va faire aussi un truc social, cette personne qui achète. Elle va donner la possibilité à une personne âgée de vivre en totale décence jusqu'à la fin de sa vie. Donc, tu peux regarder le viager comme tu veux, mais c'est surtout pas le pari sur la mort des gens. C'est juste de la rentabilité. C'est un service que un va profiter et que l'autre va donner. Tout simplement. C'est des échanges de bons procédés. L'autre, il te ramène de l'argent et toi, tu ramènes le bien. C'est aussi simple que ça. C'est un deal qui existe depuis Napoléon. Ça existe depuis très longtemps. Donc, tu peux voir les choses toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ça dépend comment tu regardes les choses. Dans notre société expert viager, on réfléchit surtout à essayer de transmettre ce qui s'est passé avec nos anciens à des nouvelles personnes qui sont les nouveaux investisseurs. Et on réfléchit plutôt longévité, plutôt à niveau social que plutôt juste faire de l'argent. Bien sûr, on fait de l'argent parce que c'est du business, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une éthique et une vision des choses importantes. Merci pour ceux qui me souhaitent bonne fête. Qu'est-ce que dit un grand investissement sur genre ouais, je t'ai déjà répondu. T'as fait quoi après le lycée? Alors après le lycée, c'était il y a 20 ans, mon cher ami, c'était il y a longtemps. D'abord, j'ai fait l'université pendant 5 ans où j'ai appris, si on peut dire apprendre des trucs, hein. J'étais dans la section plutôt économie. Donc j'ai un bac économie. C'était de la merde. En fait, tout ce que j'ai pu apprendre quand j'étais jeune ne me sert absolument à rien aujourd'hui. Je te parle d'une époque où il n'y avait pas le fax. Je te parle d'une époque où la seule chose qu'on avait d'intéressant dans la vie, c'est la télévision. Et Internet, TikTok, Facebook, etc. n'existaient pas. Et les moyens modernes de gagner des sous n'existaient pas.
Et à l'époque, tout ce que j'ai pu apprendre me sert absolument à rien du tout aujourd'hui. Je te parle de ça d'il y a 20 ans, 25 ans. Donc j'ai appris des choses, mais rien qui m'a servi aujourd'hui, qui m'a jamais servi en fait. Quand tu ouvres une entreprise, je te l'ai dit au départ, je vous l'ai dit au départ, tu ouvres une entreprise, tu apprends 5 ans d'économie en un an. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on apprend dans du commerce pro ou dans je sais pas n'importe quelle étude. On t'apprend les bases, vraiment les trucs fondamentaux. Mais une fois que tu as ouvert une boîte, seulement en imaginant ouvrir une boîte, tu es déjà en train de réfléchir à tous les problèmes qu'on va essayer de t'apprendre à l'école. L'école est censée te ramener des raccourcis, mais les raccourcis aujourd'hui ils existent déjà sur YouTube, ils existent partout les raccourcis. Donc aujourd'hui le vrai challenge des gens qui veulent se lancer, c'est de la motivation, de l'ambition, un bon produit, un bon service, un bon état d'esprit. Après, tout le reste, c'est assez facile. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui réussit pas, c'est un naze. C'est-à-dire qu'avec vraiment tous les outils qui existent sur le marché, on n'arrive pas à faire de l'argent avec. Il faut être nul. Je peux te donner 50 millions de méthodes pour gagner de l'argent demain matin. Hein. Alors petit au départ, mais gros plus tard. Mais aujourd'hui, c'est très facile de gagner des sous. Donc le lycée, je t'assure, à mon époque, hein, à l'époque, parce que en fait, dans mon époque, quand j'ai fait mes études, Internet, c'était dans l'idée de quelqu'un quelque part. Hein. J'ai fini mes études quand Internet est déjà lancé, mais c'était que le début, que le début. Moi, je suis né avec Internet. Je suis une des personnes dans le monde qui a eu la première adresse mail. Moi, j'ai eu ma première adresse mail en 1996. Donc je suis plus moderne et ancien et expérimenté que chacun d'entre vous ici, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C'est comme ça qu'on vend aujourd'hui, c'est comme ça qu'on vend depuis des années. Donc ça évolue avec le temps, il faut juste savoir évoluer avec le temps. C'est quoi l'investissement le plus rentable pour un jeune en 2022? Investis en toi. Vous savez, ce sera toujours ma réponse. Hein. Si tu es un jeune, tu as moins de... Si tu es un jeune, tu habites chez toi, chez tes parents. En fait, tu habites chez tes parents. T'as pas de métier, t'as pas de boulot, t'as pas de job, t'as pas de revenus, t'as pas de CDI. Tu as investi dans des études, mon gars, dans rien d'autre. Arrêtez avec vos conneries sur la crypto-monnaie et le trading et le dropshipping. Arrêtez avec ça. Ça, c'est gagne petit pour des gens qui sont pressés. Laissez tomber. Investissez de l'argent dans votre cerveau, apprenez des compétences et après vendez-les et améliorez votre valeur sur le marché. Tu veux savoir combien tu vaux aujourd'hui? Mets ton CV quelque part dans quelques entreprises, regarde qui c'est qui t'embauche. S'ils te proposent tous le SMIC, c'est que tu as un naze. Donc tu augmentes tes compétences, tu rajoutes une ligne sur ton CV, je sais faire du montage vidéo, je sais faire du community management, je sais faire du développement web, je sais faire ci, je sais faire ça. Regarde, j'ai une chaîne YouTube avec 15 000 abonnés. Montrez des compétences pareilles, les gens ils vont vous manger dans la main, les gars. Ils vont vous manger dans la main. Arrêtez de réfléchir petit à faire du dropshipping à la con. Augmentez vos compétences réellement, et c'est les compétences qui vont valoir de l'argent. Et beaucoup d'argent pour ceux qui ont des bonnes compétences. Oui, vu comme ça, c'est mieux. Il y a un cliché sur le viager, malheureusement. Oui, bah oui, c'est une question de vision, tout genre, dans la vie. Free Hawaii annexé illégalement par les USA. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? C'est qui cette bruit? Ouais, on va libérer tout le monde. Les amis, ça fait plus d'une heure et demie qu'on parle. Question de dernière minute et je réponds. Et c'est qui cet abruti Je crois que les BFM TV ici, on s'en fout. Attends, il m'a saoulé celui-là. C'était qui celui-là qui m'a... celui qui m'a dit de le suivre sur son compte, fais-moi plaisir, envoie-moi un petit message parce que j'ai perdu ton message. Les amis, il est 9 heures, ça fait 2 heures qu'on fait ce live. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais remettre tout le live dans son intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc allez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est Daniel Nadjar, allez chercher, le lien est dans ma description. Et abonnez-vous là-bas, vous pouvez continuer à laisser des commentaires et bien sûr à me poser des questions sur TikTok. Je réponds à toutes les questions que vous allez me poser tout le temps, aujourd'hui, demain ou après-demain. Je réponds à 100% des questions qu'on me pose. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Amusez-vous bien, téléchargez l'application Capitch et on se voit la semaine prochaine en live sur TikTok et peut-être avant aussi. Mais je serai tous les jours sur TikTok si vous me posez des questions. Les amis, passez une très bonne journée, amusez-vous bien et faites du très bon business. Allez, bye bye. Allez, comment on coupe tout ça maintenant? Voilà, c'est parti. Passez une bonne soirée, les amis. Bye bye. On, off. Il ne veut pas se couper. Je vous laisse parler entre temps. Je coupe là d'ailleurs. Allez, laissez des petits cœurs, ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Allez, bye bye.